Oumlil, vous êtes pharmacien hospitalier, vous êtes directeur du Centre territorial d'information indépendante et d'avis pharmaceutique du Centre hospitalier de Cholet. À vous la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Je suis honoré de cette invitation pour participer à ce débat contradictoire et utile. C'est ce débat qui a manqué depuis le début de la crise. On ne serait pas là aujourd'hui si ce débat avait eu lieu depuis plusieurs mois et on n'a pas cessé de le demander. Alors, à titre liminaire, je déclare n'avoir aucun lien ni aucun conflit d'intérêts. Et deux informations nouvelles. Donc, je rappelle que j'ai, dans le cadre de mon audition, durant laquelle j'ai pu m'exprimer librement avec mesdames les sénatrices et monsieur le député, j'ai transmis un rapport circonstancié de 92 pages qui relate l'intégralité. Ce ne sont que des données qui proviennent des documents officiels de la Haute Autorité de Santé, de l'Agence européenne du médicament, de l'ANSM et de l'IGAS, de l'Inspection générale des affaires sociales. Deux nouvelles informations qui sont publiées sur le site de l'ANSM le 26 avril 2022. Covid-19, communication pour le bon usage des vaccins et des médicaments indiqués dans la Covid-19. Avec une première partie, bon usage des vaccins et des médicaments indiqués dans la Covid-19, mise en place d'une communication non promotionnelle à destination des professionnels de santé. Et là, on lit l'évolutivité permanente et rapide de la stratégie vaccinale ou thérapeutique, ainsi que des données de sécurité et de bon usage, est incompatible avec l'obligation de diffuser auprès des professionnels de santé une information exacte et à jour. Et pour cause, et le même jour, et sans doute suite à ce que j'ai transmis au rapporteur, le même jour, le site de l'ANSM a mis en évidence les 3 compositions du vaccin Comirnaty qui sont actuellement disponibles. Et il me semble que la composition initiale qui avait fait l'objet de l'essai clinique randomisé en double aveugle de Pfizer, il me semble qu'elle n'est plus en circulation. Et j'ai découvert ces compositions par hasard. Et il y avait un article qui était consacré à ça sur le site du CETIAP. Il y a 2 formulations pour l'adulte et une formulation J'entends des réactions de négation du côté des experts. Nous aurons le loisir, bien sûr, de donner la parole dans un contradictoire, absolument. On les a écoutés attentivement, longuement. Ce que nous faisons, absolument. J'étais loin d'être d'accord avec, parce qu'on a assisté à un véritable festival d'affirmation générale pour nourrir une appréciation d'ordre général. Moi, je souhaite rentrer sur des faits précis qui sont extraits du rapport qui a été transmis aux parlementaires. Et après, je répondrai à toutes les questions. Voilà. Donc, ce sera un échange. En tant que pharmacien, j'ai découvert, suite à une alerte d'une consoeur pharmacienne au mois d'avril 2021, que je vais focaliser mon raisonnement sur le vaccin Pfizer Comirnaty, parce que c'est le plus prescrit, c'est le premier autorisé, c'est avec lequel on a le plus de recul, mais le raisonnement est transposable aux autres vaccins, bien entendu. Voilà avec quoi c'est une AMM européen centralisé conditionnel, dérogatoire d'urgence. Donc, il est clair qu'on était en attente d'informations complémentaires sur aussi bien le rapport bénéfice-risque, mais ce qui est inédit pour moi en tant que pharmacien, sur la composition même du vaccin. Je vous lis un extrait de ce qui figure dans un document publié par l'Agence européenne du médicament et auquel on peut accéder par le site de l'ANSM. Donc, l'Agence européenne du médicament attendait, je vous parle du mois d'avril 2021, et c'est toujours le cas, il me semble, donc des preuves complémentaires concernant la caractérisation de la substance active et du produit fini, le renforcement de la stratégie de contrôle, afin d'assurer une qualité constante du produit, des données de validation supplémentaires en vue de confirmer la reproductibilité du procédé de fabrication, du produit fini, le procédé de synthèse et la stratégie de contrôle de 2 excipients qui seraient nouveaux, l'ALC 0315 et l'ALC 0159, en vue de confirmer leur profil de pureté et d'assurer un contrôle de qualité et une reproductibilité entre les lots tout au long du cycle de vie du produit fini. En tant que pharmacien, je ne sais pas comment ils ont pu libérer un lot, étant donné que le procédé de fabrication n'a pas été complètement caractérisé. Je vous rappelle, vous l'avez rappelé, qu'un vaccin, c'est un médicament avec 2 facettes qui rappellent inséparables, qui
qui rappelle étrangement une pièce de monnaie, le bénéfice et le risque, que l'appréciation du risque se fait au regard du bénéfice escompté, par catégorie d'âge, démontré par des preuves de haute qualité, que le vaccin s'adresse à des personnes en bonne santé, et donc nécessairement, si le bénéfice n'est pas démontré, le rapport bénéfice-risque est nécessairement défavorable. Donc, je vous remercie pour le titre, donc Déclaration, analyse et communication. Et comme l'a dit Madame la sénatrice, l'information de la population est le nœud et le cœur du conflit qui nous réunit aujourd'hui. Parce que l'information jaillit sur les règles de prescription, jaillit sur l'information du public et jaillit ensuite sur le consentement libre et éclairé. Alors, des documents officiels, on peut affirmer sans difficulté aucune qu'en décembre 2020, le jour où la campagne de vaccination a été lancée, que la preuve n'a pas été apportée d'une quelconque efficacité sur les formes graves, sur la transmission virale. Et on a oublié de dire aux gens aussi que l'essai clinique était toujours en cours et qu'on était face à un produit expérimental. Il s'agit bien d'un pari biologique. Ça ne cause pas de problème. Mais est-ce que la population a été informée? Le Covid-19, je ne conteste pas la gravité de la maladie, il a pu tuer, ça c'est certain. Pour autant, il a tué. Pour autant, il ne figure pas sur les 2 listes réglementaires des maladies à déclaration obligatoire. Je vous renvoie aux 2 listes D31 qui sont consacrées par le D3113-6 et le D3113-7 associés à l'article législatif L3113-1 du Code de santé publique. Le LEM, les entreprises du médicament, en juillet 2021, dans un document intitulé Covid-19 et vaccins, nous disent que cette maladie est plus contagieuse que le SRAS et le MERS, mais qu'elle a un moindre taux de mortalité. Je dis bien en juillet 2021. Malgré l'insuffisance ou l'absence, je dis bien l'absence, et Madame la sénatrice vient de le dire à propos des enfants, malgré l'insuffisance ou l'absence des données, on a injecté des populations chez lesquelles on n'avait pas assez de données, et cela émane des documents officiels, encore une fois. Les plus de 75 ans, les immunodéprimés, et je répondrai aux responsables de la task force vaccination tout à l'heure, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, et bien sûr les enfants. Alors je rappelle que la pharmacovigilance, je parle aussi, Monsieur le Président, en ma qualité de juriste, titulaire d'une licence de droit et d'un master 2 de droit de la santé à Rennes et de l'HSP. Donc, je suis aussi également juriste en droit de la santé. Et je convoque. Et je suis responsable aussi de la pharmacovigilance depuis 20 ans, au centre hospitalier de Cholet. Donc, la pharmacovigilance, au sens du Code de la santé publique, ne consiste pas uniquement à compter les effets indésirables, comme l'ont dit mes collègues du centre pharmacovigilance, mais aussi à prévenir ces effets indésirables, notamment graves, notamment les décès. Et le problème, c'est le lien de causalité dont on sera appelé à parler. De même, prévenir les effets indésirables et éviter de surcharger les centres pharmacovigilance passe par le respect des règles de prescription. C'est-à-dire un médecin doit prescrire selon les données acquises de la science et un pharmacien, de par l'indépendance professionnelle qu'il a, ainsi que le médecin, ils ont l'obligation de faire barrage à des prescriptions qui ne sont pas conformes aux données acquises de la science. Alors, le 21 avril 2021, on reçoit un mail de la DGS urgent qui nous demande de prescrire 3 doses, on peut aller jusqu'à 3 doses, chez les immunodéprimés et chez les personnes qui ont des traitements immunosuppresseurs. Lorsqu'on regarde l'autorisation de mise sur le marché conditionnel, cette population est considérée dans la rubrique mise en garde spéciale comme étant... Enfin, on n'a pas de données chez cette population et cela figure dans une rubrique mise en garde spéciale de l'autorisation de mise sur le marché. Cela s'appelle du mésusage au titre du Code de santé publique, c'est-à-dire ce sont des comportements intentionnels, nous sommes bien dans les infractions intentionnelles, inappropriées qui s'écartent du cadre défini par l'autorisation de mise sur le marché. L'urgence ne justifie pas tout. Vous avez opposé ce principe à des traitements comme l'hydroxychloroquine, pourtant ce sont des vieux traitements, et je ne conteste pas cela.
je conteste le fait qu'on ait 2 poids 2 mesures pour des vieilles molécules. On oppose et on exige légitimement des preuves de qualité pour des vaccins sans même demander l'autorisation à la population concernée s'ils sont d'accord pour s'injecter et faire partie d'un pari biologique. Alors, l'information est un droit. C'est un droit. L'information est un droit pour toute personne. Le paternalisme médical est révolu depuis au moins la loi Kouchner. Quand j'entends le professeur Fischer nous dire « on a injecté telle population », ben j'ai envie de vous dire « est-ce que vous leur avez demandé leur avis ?» Le consentement, donc l'information, le Code santé publique dit, et pas que le Code santé publique, les bonnes pratiques de pharmacovigilance qui ont été établies par le 2 février 2018 par la Direction générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et qui sont intégrés au Code santé publique, donc ils sont opposables aussi. L'information doit être claire, loyale et appropriée. Ça ne marche pas. Ils n'ont pas le son. OK. OK. Eh bien, allons-y. Reprenons. Je vous rappelle que nous sommes très hors délai, que la technologie vient de nous faire défaut et nous a donné une demi-heure de retard supplémentaire. Le professeur Fischer a une contrainte à 17h30. Essayons de tout faire pour... les rapporteurs aussi ont des contraintes et commencent à se dire qu'elles étaient bien courageuses de se lancer au départ dans cette mission, mais toujours vaillantes. Reprenons, et professeur, je vais vous proposer, docteur Oumlil, de reprendre votre intervention. Donc, juste avant que ça coupe, vous étiez en train de parler de la question de la composition. Je vous remercie. Donc, je disais que les autorités ad hoc, notamment l'Agence européenne du médicament, attendaient des preuves complémentaires avec ce vaccin qui concernait non seulement le bénéfice et le risque, mais également ce qui est inédit pour un pharmacien comme moi, concernant la composition de ces vaccins. Et donc, un calendrier précis attendait des preuves concernant la caractérisation de la substance active et du produit fini, le renforcement de la stratégie de contrôle afin d'assurer une qualité constante du produit, des données de validation supplémentaires en vue de confirmer la reproductibilité du procédé de fabrication du produit fini, le procédé de synthèse et la stratégie de contrôle de 2 excipients qui seraient nouveaux, donc le ALC 0315 et le ALC 0159, en vue de confirmer leur profil de pureté et d'assurer un contrôle de qualité et une reproductibilité entre les lots tout au long du cycle de vie du produit fini. Donc, en posant la question sur ces preuves attendues alors que les dates d'échéance ont été dépassées, on a posé la question à la NSM. On a eu 2 réponses différentes. Donc, Madame la directrice a répondu à un avocat qu'elle ne savait pas, qu'elle transmettait la demande à l'Agence européenne du médicament. Par ailleurs, une autre entité de l'ANSM, la cellule accueil usager, a répondu à un médecin qui s'interrogeait sur ces preuves complémentaires. On lui a répondu que tout allait bien, que les preuves étaient transmises. Donc, mais bon, on tiendra compte de la réponse de la directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui ne savait pas, qui a transmis à l'Agence européenne du médicament. Ma question est, conformément au règlement de 2004, et notamment l'article 20.4, un État membre peut, de sa propre initiative, suspendre l'utilisation d'un produit de santé sur son territoire pour protéger la santé de la population en cas de besoin. Et donc, comment l'ANSM ne peut pas être informée du suivi de ces preuves complémentaires qui étaient attendues. Et par ailleurs, dans ces documents, vous trouverez que, ce qui confirme que l'essai clinique continue, que l'Agence européenne attend 2 rapports pour le vaccin Pfizer, décembre 2023 et juillet 2024. Donc, je rappelle brièvement que l'appréciation du risque se fait au regard du bénéfice escompté, que le vaccin s'adresse à des personnes en bonne santé, définition donnée par l'OMS,
et qu'en l'absence d'un bénéfice démontré par des preuves de haute qualité, ce qui a d'ailleurs été exigé pour des molécules anciennes, eh bien, le rapport est nécessairement défavorable, d'autant plus que l'on semble dans un cadre expérimental. Donc, le raisonnement, vous l'avez compris, va se focaliser sur le vaccin parce que c'est le plus prescrit, le premier autorisé et pour lequel nous avons le plus de recul, mais le raisonnement peut être transposé aux autres vaccins. Donc, concernant le vaccin Pfizer, il ressort des documents officiels, notamment de la Haute Autorité de Santé, que la construction de l'essai clinique lui-même ne permettait pas d'apporter la preuve d'une efficacité sur les formes graves ou sur la transmission virale. Il s'agit bien d'un pari biologique, que la population aussi n'a pas été informée de façon claire sur le fait qu'il s'agit bien d'un essai clinique. La Covid-19 est une maladie qui a tué. Pour autant, elle ne figure toujours pas sur les 2 listes réglementaires des maladies à déclaration obligatoire. Pour figurer sur cette liste, il faut être une maladie dangereuse, contagieuse et disposer d'un test de diagnostic fiable. Donc je vous renvoie aux articles D3113-6 et -7, combinés avec l'article L3113-1 du Code de santé publique. Le LEM, les entreprises du médicament, le 17 juillet 2021, ont publié un document intitulé Covid-19 et vaccins. Selon le LEM, la Covid-19 est plus contagieuse que le SRAS et le MERS, mais qu'elle a un moindre taux de mortalité. Il peut être affirmé donc, au mois de décembre 2020 que malgré l'insuffisance ou l'absence de données, des populations ont été injectées. Je citerai en particulier les plus de 75 ans par lesquels on avait commencé, les immunodéprimés, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les enfants. Monsieur le responsable de la task force vaccination, donc la DGS urgent, on a reçu un mail le 11 avril 2021 qui nous incitait, professionnels de santé, à aller jusqu'à 3 doses pour les immunodéprimés. Or, l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans la rubrique mise en garde spéciale indiquait qu'on n'avait pas assez de données. Et pour un pharmacien, cela s'appelle du mésusage et engage la responsabilité pénale du pharmacien notamment et du médecin. La pharmacovigilance ne consiste pas, selon le Code de santé publique, à compter les effets indésirables graves, notamment les décès, mais aussi et surtout à les prévenir. Donc, ça nous conduit à s'interroger en amont de l'apparition des effets indésirables, et notamment sur les conditions de prescription et de dispensation pharmaceutique, d'autant plus que la méthode d'imputabilité utilisée en pharmacovigilance a 2 limites qui sont connues, admises par tout le monde, et qui ne sont pas la faute des responsables de pharmacovigilance. C'est une méthode qui a comme première limite une sous-notification importante. Le réseau français des 31 centres de pharmacovigilance tweetait le mois de novembre 2021 qu'un effet indésirable sur 10 remontait seulement. Et deuxième limite, c'est que la méthode ne permet pas d'affirmer la certitude de lien de causalité. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Et vous reprendrez toutes mes conférences. On fait l'effort de leur expliquer que si la pharmacovigilance ne peut pas affirmer la certitude du lien de causalité, ce n'est pas parce qu'elle veut cacher des choses, mais que c'est lié à la limite de la méthode utilisée. Pour autant, le rapport de l'IGAS de 2011 a formulé de sévères critiques. 2011. L'IGAS de 2011. Et dans le rapport que j'ai remis au rapporteur, il a formulé de sévères critiques à l'égard de la pharmacovigilance française. Et il affirme qu'elle ne veut pas évoluer, qu'elle n'a pas fait évoluer ses méthodes et que ces outils sont en décalage avec les objectifs affichés de la pharmacovigilance. Et nous reviendrons, je prendrai 2 cas, sur les décès et sur le cas d'un enfant qui a perdu la vue et qui montre que la méthode d'imputabilité qui a été fixée sur un rapport, le rapport numéro 2 du 28 janvier 2021 et qui a été publié sur le site de l'ANSM, une méthode d'imputabilité a été fixée qui ne semble pas avoir été respectée. Cette méthode dit quoi? Qu'en l'absence, donc on peut écarter la responsabilité du vaccin dès lors, je cite, qu'une autre cause, certaine, permet d'expliquer l'effet indésirable, notamment le décès. Or, nous avons, dans le rapport numéro 18, qui s'est arrêté les données de mémoire au 26 août 2021, nous avons dans le rapport numéro 18 publié sur le site de l'ANSM 907 décès. Et dans ce rapport, on lit que uniquement les personnes nées vivantes et moins de 50 ans
ont fait l'objet d'une analyse approfondie. Première question, pourquoi? Deuxième question, donc, ce qui représente 35 décès sur 907. Et sur les 35 décès qui ont fait l'objet d'une analyse approfondie, il y a 16 qui sont étiquetés dans ce rapport de cause inconnue. Cause inconnue veut dire qu'on n'a pas, ce qui a été défini par la méthode initialement, on n'a pas de cause autre certaine qui permette d'expliquer le décès. Donc, la conclusion aura dû être la suivante. Sans affirmer la certitude du lien de causalité, ils auraient dû publier qu'on ne peut pas écarter le rôle du vaccin. Deuxième exemple, un enfant qui a perdu la vue et dont j'ai été obligé, à la demande de ses conseils juridiques, j'ai fait 2 expertises juridiques à la demande d'un avocat pénaliste et de notre avocate. Pour l'enfant qui a perdu la vue, j'ai rendu la conclusion sur la méthode définie par l'ANSM, c'est-à-dire on a toute la batterie de tests qui a été faite pour cet enfant, négatif. Négatif. J'ai rendu la conclusion, présomption simple de causalité, qui n'est pas irréfragable, parce qu'aucune autre cause certaine ne permet de l'affirmer. Enfin, ne permet d'expliquer pourquoi cet enfant, au bout de 4 jours, après la première injection, est devenu aveugle. L'hôpital, dans la région parisienne de la PHP, qui avait pris cet enfant en charge, la pharmacovigilance officielle a rendu, dans un courrier, en notre possession, la même conclusion que moi. On ne peut pas exclure le rôle du vaccin. Je n'ai pas vu cette phrase dans un rapport de l'ANSM à la date du 26 août 2021, parce qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai vu comment on écartait comme ça facilement des cas précis, j'ai arrêté de lire les documents publiés sur le site de l'ANSM, alors que j'ai fait que de les diffuser depuis le début, parce que je trouvais que l'ANSM avait fait un travail important. Tous les 15 jours, on avait un rapport, que c'est transparent effectivement, mais qu'à partir de cette date-là, où je voyais, quels que soient les cas, dès le premier décès, c'était en janvier 2021. Et on avait cette phrase, chez une personne en EHPAD, on avait cette phrase, aucun effet indésirable immédiat n'est intervenu. Phrase suivante, le décès est intervenu 2 heures après. Alors si 2 heures après, ce n'est pas un effet immédiat, je ne sais pas ce que c'est. Donc en tout cas, je ne comprends pas. Donc, on a assisté aussi à une véritable des recommandations faites par des autorités officielles. Je citerai l'ANSM et un cas précis, l'ANSM et la Haute Autorité de Santé, qui nous obligeaient, qui nous recommandaient de passer outre l'autorisation de mise sur le marché. Un exemple, dès le mois de janvier 2021, l'autorisation de mise sur le marché du laboratoire Pfizer nous demandait de respecter un délai de 21 jours entre la première et la deuxième injection, et l'ANSM recommande qu'on peut espacer le délai jusqu'à 42 jours. Et il a été suivi quelques jours plus tard par la Haute Autorité de Santé. Et ce fait a même conduit l'Académie de médecine elle-même de rappeler les risques d'un tel allongement de délai entre les 2 injections et a rappelé ce que le laboratoire lui-même a dit. J'avais l'impression que le laboratoire était plus prudent que le gendarme du médicament. Le laboratoire a dit qu'il ne pouvait pas garantir les résultats affichés avec un tel espacement de délai. Les risques rappelés par l'Académie de médecine, c'est l'apparition d'anticorps facilitants. Le professeur Fischer a parlé des anticorps neutralisants, mais il a oublié de parler des anticorps facilitants. Et le risque de voir apparaître des variants, des résistants. Voilà, une sorte de résistance à la vaccination. L'information est un droit. On n'a pas entendu un mot sur le consentement lors de la première table ronde. Pas un seul mot sur le consentement. Il fallait que le professeur Allah le rappelle. C'était le premier qui a parlé. Le consentement est une liberté fondamentale. Le Code de santé publique dit il y a un lien. Le consentement est le lien qui assure, est un lien. Donc, le Code de santé publique commence par une première partie qui s'appelle Protection générale de la santé. Monsieur le Président, donc, le Code de santé publique commence par une première partie qui s'appelle Protection générale de la santé et par un chapitre préliminaire Droits des personnes. Parmi ces droits, le respect de la dignité de la personne humaine. Ce principe de dignité de la personne humaine repose sur le respect de l'autonomie de la volonté, qui, avec le respect du secret médical, constituent les 2 pièces maîtresses de la relation de confiance qui unit la personne à son médecin lors du colloque singulier que vous connaissez.
Donc lorsqu'on ne diffuse pas une information, je cite Code santé publique, et les bonnes pratiques de pharmacovigilance qui sont intégrées au Code santé publique, clair, loyal et approprié, on prend le risque de vicier le consentement qui doit être normalement libre et éclairé et surprotégé, puisqu'on est encore dans le cadre d'un essai clinique. Eh bien, quand on ne fait pas ça, on prend le risque de porter atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est juste pour vous montrer à quel niveau on se situe, au niveau de l'information, comme a dit Madame la sénatrice, c'est le nœud du problème. Ce n'est pas le vaccin le problème. Le problème, ce n'est pas le vaccin. Le problème, c'est l'obligation de faire intégrer des gens dans un essai clinique de force par une obligation, par la loi, une loi, entre guillemets, qui n'a toujours pas été validée par le Conseil constitutionnel, l'article 12, pour les professionnels de santé, pour les pompiers et tous les personnels qui sont soumis à cette obligation. Les parlementaires qui ont... Pardon, rappelez-nous juste, je devrais savoir, mais l'article 12, c'est celui L'article 12, c'est celui qui consacre l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé, pour les pompiers et toutes les autres professions. Et l'article 14, celui qui consacre les sanctions. C'est-à-dire le fait de désactiver socialement ces professionnels de façon extrajudiciaire, en mépris de tous les droits de la défense, sans entretien préalable, et qui nous a propulsé, je ne sais pas, un siècle en arrière en termes de droit du travail notamment. Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a été saisi par les parlementaires lors du contrôle de constitutionnalité a priori, pour les professionnels de santé, la question de la constitutionnalité des articles 12 n'a pas été soulevée. Le Conseil constitutionnel avait la possibilité de relever cela d'office. Il ne l'a pas fait. Et toutes les questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été soulevées dans le cadre des litiges ont été rejetées, bloquées par le Conseil d'État notamment. Et voilà, alors, juste pour vous dire, voilà. Oui, docteur Omlil, ici on est plus sur une analyse politique, alors respectable, mais plus sur les questions politiques et éthiques que sur les questions techniques. Je reviens sur le sujet. Le défaut d'information aussi peut faire encourir à ces... Et le mésusage peut faire encourir à ces produits la qualification juridique de produit défectueux, ce qui serait dommage. Donc, je rappelle que le principe, c'est l'inviolabilité du corps humain et que l'exception, c'est l'intervention médicale. Et je viens maintenant vous lire à quoi on a eu le droit en termes de communication. Je cite ce qui a été publié le 9 juillet 2021 sur le compte Twitter du ministre des Solidarités et de la Santé. Je ne dis pas que c'est lui, je dis sur son compte Twitter. Vaccination Covid-19. Si vous avez des courbatures après le vaccin, pas d'inquiétude, c'est que vous avez trop pédalé. Et on voit une photo de jeunes en train de pédaler avec un pédalo à la surface de l'eau. Je ne sais pas si c'est la mer ou une rivière. Une affiche diffusée sur le site de l'Agence régionale de santé. Oui, le vaccin peut avoir des effets désirables. Voilà. Et je peux vous lister comme ça plein de slogans, d'affiches, de bidouillages publicitaires qui montrent que tout a été fait pour minimiser les effets indésirables et pour embellir le bénéfice, et notamment auprès des jeunes. Alors, pour les centres de pharmacovigilance, je connais... Enfin, je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Je n'ai même pas eu le temps de... Allez-y, mais on a repris à 35, je pense, 15 minutes 5. Vous êtes déjà à 20 minutes de temps de parole total, me semble-t-il. Je ne sais pas, mais il y en a qui ont parlé. Mais c'est important ce que j'ai à dire. Je vais aller vite. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît. Oui. On a eu des journaux, des fact-checkers, qui nous ont dit qu'on ne pouvait déclarer que les effets indésirables graves inattendus. La loi, le Code de santé publique dit qu'on peut te déclarer. J'ai assisté à des obstacles, c'est-à-dire à la demande de professionnels de santé. On a mis en œuvre, dans la région Pays de Loire, une aide à la déclaration pour les professionnels de santé et pour les citoyens, juste pour jouer l'intermédiaire entre le centre de pharmacovigilance et entre ces citoyens qui étaient perdus. Attaque frontale par voie de presse du directeur de l'hôpital lui-même, de 119 médecins et pharmaciens par voie de presse, qui ont affirmé qu'il n'y a pas de sous-notification en pharmacovigilance. Je vous donne un exemple. Je vous ai parlé du lien de causalité, qui est le nœud du problème. Concernant l'ANSM, on a parlé des liens de causalité.
ils font des analyses observées attendues. Mais en même temps, ils nous disent qu'il y a une sous-notification. Donc, comment on peut parler d'observer sur le numérateur observé lorsque on utilise la méthode observée attendue, le numérateur est forcément sous-estimé. Donc c'est une question. J'ai un cas Scholte, un seul cas, qui a conduit à la modification de l'AMM en introduisant un effet indésirable, pneumopathie interstitielle sous flicaïnine, donc un médicament de cardiologie, avec une consultation de la base de données de pharmacovigilance qui montrait 24 cas de 1983 à 2007. 24 cas, dont un seul décès suspect, avait conduit au rajout de la mention dans la rubrique effet indésirable. Concernant... Essayez d'aller vraiment il faut nous diriger vers la conclusion, sinon nous n'aurons pas le temps justement de réaliser le contradictoire. Oui, alors, et nous avons une troisième intervenante. Dernière chose peut-être. Sur le bénéfice-risque, je vous invite, Monsieur le Président, à lire ce que Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, en personne, a dit lors d'une conférence de presse le 18 février 2021, que 18 février, aucune preuve sur les formes graves, aucun pays européen n'avait apporté les preuves sur une forme grave alors qu'on avait commencé à vacciner 2 mois auparavant. Et regardez le rapport qu'il a versé au Conseil d'État pour justifier le maintien des personnes doublement vaccinées. Ils n'avaient pas le droit de sortir des EHPAD. Elles étaient confinées au même titre que les personnes non vaccinées. 4 arguments. Quand vous lisez ces 4 arguments du ministre, dans un mémoire en date du 28 mars 2021, versé auprès du Conseil d'État, vous vous demandez à quoi sert ce vaccin. Et je vous passe sur les contradictions, sur le rapport en question. J'ai listé toutes les contradictions des autorités entre elles sur les formes graves et sur la transmission virale. Donc il n'y a aucune affirmation de ma part, ce sont que des extraits des autorités officielles. Merci. Et je vais arrêter là. Merci, et docteur Mlil. Sur monsieur le professeur Fischer, je lui renvoie à la note d'alerte que le COSF avait diffusée et qui a montré des clusters dans les EHPAD. Et il savait pertinemment, il parlait en conditionnel, et il savait pertinemment, je peux vous la lire, hein, l'efficacité donnée n'est pas celle qui était diffusée dans les médias, donc c'est 35% au conditionnel. Et il savait très bien. Mais en même temps, et je vais arrêter là, ce qui est caractéristique dans cette affaire, et vous êtes mathématicien, Monsieur le Président, la logique, vous savez ce que c'est. Mathématicien et pas épidémiologue. Oui, mais la logique, vous connaissez. On ne peut pas relever toutes ces insuffisances et on ne peut pas se prévaloir de ces contradictions, c'est-à-dire relever que le vaccin, il y a des clusters, il y a des insuffisances, etc. Et dans la conclusion, on prend la conclusion inverse. C'est-à-dire qu'on peut continuer de vacciner et on peut surtout, on peut obliger les gens, on ne peut pas obliger les gens à se vacciner. Merci, docteur Mlil, pour cette... Merci, docteur Mlil. Dernière mesure, je pense que l'obligation vaccinale, il faudra l'arrêter au plus vite. Voilà. Merci, docteur Mlil. Monsieur le Président. Merci pour cette présentation avec de nombreux arguments et de nombreuses citations de rapports et autres. Et évidemment, à cette audition, il y a des compléments qui peuvent être des questions écrites, des dossiers écrits autres, et tout a été effectivement transmis aux rapporteurs qui s'occuperont aussi de l'instruction. Alors continuons. Je passe tout de suite la parole au docteur Aure Saulnier, virologue indépendante, pour un exposé qui sera le plus concis possible. Je fais confiance à votre bonne volonté pour aller droit au but. C'est toujours aux femmes qu'on demande ça. C'est du vécu. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les députés. J'ai quelques diapositives à présenter. Je sais que j'ai un... Non, ça va être rapide, vous allez voir. Donc du coup, je vais balayer assez rapidement pour respecter mon temps de parole qui est de 5 minutes. Du coup, je vais commencer par parler. Alors, est-ce que ça fonctionne quand je passe les diapos? Oui. Donc, simplement, cette dia d'introduction pour vous dire que je parle en mon nom propre. Et je vais commencer par vous parler de l'impact socio-économique de la tolérance des vaccins Covid, en mentionnant dans un premier temps l'absentéisme post-vaccinal qui s'étend de 1 jour à plus de 3 jours
du fait de l'incapacité à travailler et qui concerne 20% de la population générale et jusqu'à 37% sur du personnel de santé, enfin du personnel hospitalier. Et on observe que la réactogénicité est plus élevée sur les sujets les moins à risque de Covid grave. Donc, concernant le recueil des événements indésirables en France, il est basé sur du déclaratif. Donc, c'est un dispositif passif. C'est la même chose en Europe et aux USA. Aux USA, cependant, on a un recueil qui est également actif sur un suivi de quasiment 8 millions d'individus. En France, 25% des événements indésirables sont graves, qu'on peut mettre en regard de 6% pour un vaccin grippal. Et lorsqu'on compile les données qui sont dans les rapports spécifiques publiés par la NSM au 28 avril 2022, et j'ai porté tout le détail dans les diapositives en annexe si vous le souhaitez, on observe un effet indésirable grave toutes les 1434 vaccinations Covid, un décès tous les 28 300 vaccinations Covid qu'on pourrait mettre en parallèle avec la grippe, c'est-à-dire 1 sur 660 000, et une hospitalisation toutes les 4 430 vaccinations Covid, et pour la grippe, c'est 1 sur 120 000. On peut mettre ces hospitalisations en regard de l'Europe, une hospitalisation tous les 2651, et aux États-Unis avec ce fameux système de recueil actif qui s'appelle VSafe, une hospitalisation toutes les 764 pour la dose 2, qui s'ajoute à 1 sur 3573 pour la première dose. Donc, certains auteurs, pour mieux qualifier les événements post-vaccinaux, ont comparé les vaccins Covid et grippe, et ils ont travaillé à un nombre équivalent de vaccinés. Vous sont portés ici les chiffres du vaccin Pfizer avec les événements les plus marquants. C'est l'histoire du risque relatif, c'est ça, hein. Donc on aboutit à un risque relatif, c'est-à-dire que tout à fait, c'est ce qui est pour revenir à un risque par individu, puisque le nombre de population n'est pas le même. C'est ça? Donc, du coup, sont portées les 5 catégories principales. Pareil, vous avez le détail en annexe. Et pour montrer ici que le risque relatif qui vous sont notés à côté des différentes typologies, pour Eudravigilance et VAERS, sont importants entre le vaccin ARNM et les vaccins antigrippaux, et qu'on va de risque relatif de x28 à x926 en fonction des catégories. Si on s'intéresse au myopéricardite dont on a déjà pas mal parlé aujourd'hui, on voit que cet événement indésirable grave a été signalé par la FDA dès la mi-août 2021, avec une incidence de myopéricardite 20 à 40 fois supérieure à celle attendue en population générale, principalement pour les jeunes hommes. Chez les 18-24 ans, on a une myopéricardite sur 3500 vaccinés Covid, sur la base canadienne, qui est vraiment très intéressante puisqu'elle est stratifiée par âge et par dose et qu'elle couvre toute la durée de la vaccination, c'est-à-dire les 17 mois de la vaccination. Pour le VAERS aux États-Unis, on a une étude qui montre que les 12-15 ans sans comorbidité, c'est une myopéricardite sur 6 000 vaccinés, ce qui est largement supérieur au taux d'hospitalisation pour Covid, qui est de 1 sur 16 000. On a observé également des signaux proches sur les vaccins Pfizer et Moderna, alors qu'aujourd'hui, seul ce dernier est suspendu pour les moins de 30 ans. Et également observé que des lésions cardiaques persistantes étaient observées chez les adolescents qui étaient suivis plusieurs mois après cet événement grave. Concernant la mortalité toute cause, on a des signaux à suivre et à investiguer. On a eu une étude observationnelle qui montre une association entre les appels pour les arrêts cardiaques des syndromes coronariens aigus chez les 16-39 ans et le déploiement de la vaccination Covid en Israël, et non pas l'infection. Donc ça, c'est une étude qui est observationnelle et critiquable et qui mériterait d'être investiguée plus avant. Excusez-moi. En revanche... C'est ce que vous avez dit. Je vous coupe pour qu'on ait vraiment des... Et non pas l'infection, c'est-à-dire que... C'est en ayant par ailleurs... avec l'infection, alors qu'ils montrent une association avec le déploiement de la vaccination. D'accord, très bien, merci. Voilà. En revanche, c'est ce que je vous disais, il y a
une autre étude intéressante qui est une étude danoise qui, elle, s'appuie sur les essais à haut niveau de preuve, donc les essais RCT randomisés contrôlés, et qui montre que les vaccins ARNM n'ont pas été associés à une réduction de risque global de la mortalité toute cause, et ce, du fait, selon les auteurs, des décès de causes cardiovasculaires. Et donc là, je conclus. À court terme, du coup, on voit que les vaccins Covid ont des effets immédiats impactants, avec un absentéisme qui est important. On a vu également la pertinence du recueil actif des effets indésirables, mais également, il serait intéressant de vous montrer l'intérêt de ce recueil actif sur le suivi des effets indésirables, et c'est à la diapositive 11. À moyen terme, on voit que les vaccins Covid représentent une proportion inédite d'effets indésirables graves. Et là, on peut... du fait notamment c'est attesté par le nombre d'hospitalisations observées en France, qui est de plus de 12 000 personnes, ce qui représente une multiplication x 25 par rapport à la grippe, par exemple. On observe un rapport de risque élevé par rapport aux vaccins grippaux. Il y a des signaux à suivre. On a donné l'exemple de la cardiotoxicité de l'ARNM vaccinal et de sa formulation. On aurait pu évoquer la neurotoxicité ou d'autres choses. Concernant le long terme, donc les effets à long terme ne sont actuellement pas documentés dans les essais cliniques à disposition, mais on s'interroge notamment sur l'impact de la stimulation répétée du système immunitaire par les différents rappels vaccinaux. Et il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous montre juste les annexes. La bibliographie, excusez-moi, qui est documentée ici. La synthèse de toutes les données de la NSM ici. Ça, c'est la comparaison VAERS-CEDRA vigilance. Vous avez toutes les datas qui sont compilées. Et enfin, l'intérêt aussi du système VSafe pour le suivi et pour, j'allais dire, le niveau d'information que ça peut donner, notamment les téléconsultations, les passages aux hôpitaux, c'est quand même 1 sur 340, les passages aux urgences, et bon, ça n'est qu'une coupure de ce qui est dans l'article, c'est extrêmement documenté, et ça montre voilà, le niveau d'information qui peut être apporté. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais juste rajouter, puisque je n'ai pas pensé à mentionner mes liens d'intérêt, donc je n'ai pas de lien d'intérêt avec ce travail, et je remercie aussi les contributeurs qui m'ont aidé à faire cette analyse. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Saulnier. Félicitations pour votre concision, pour le coup, très impressionnante. Oui, c'est peut-être l'industriel aussi qui parle. C'est mérité, je crois. Sonia de la Provoté. Oui, merci beaucoup. Donc, on va laisser l'échange contradictoire se faire. Moi, je voulais quand même pointer un des sujets qui est quand même la question du rapport bénéfice-risque individuel à rapporter au rapport bénéfice-risque collectif. Et est-ce que ce n'est pas sur ce sujet tout particulièrement, qui est un peu le nœud du système et de tout ce qui se passe, est-ce que ce n'est pas sur ce sujet particulièrement qu'on aurait dû ou qu'on devrait faire plus œuvre de pédagogie? Parce que je sais, c'est très compliqué, mais le rapport bénéfice-risque individuel n'est pas forcément quelque chose d'intuitif vis-à-vis du rapport bénéfice-risque collectif. Et en ce qui concerne les enfants, en tout cas, clairement, ces deux sujets ont été mis en balance. Donc, je vous soumets cette question et ce sujet, parce que quand on parle de rapport bénéfice-risque, finalement, on parle de tout un tas de choses et on ne parle pas toujours de la même chose, et que l'ambiguïté vient de cette question. Et puis, pour revenir sur ce que vous avez présenté, Madame, qui est très bien présentée, on montre le risque relatif de 2 vaccins. Il eût été indispensable pour ce fameux rapport bénéfice-risque de montrer le risque relatif entre la grippe et la Covid-19 et dans ces dimensions de variants, puisqu'en réalité, le bénéfice et le risque se calculent par rapport au risque de la maladie elle-même. Donc, est-ce que ces travaux-là ont été faits, ou est-ce que vous pensez que ces éléments sont accessibles ? Alors, on doit sans doute pouvoir documenter cette question. Ce qui est certain, c'est que avant de parler de bénéfice-risque, l'idée c'était de vous comparer les risques et d'espérer améliorer le risque qui est actuellement observé,
qui est assez important. Voilà. Là, c'est entre les vaccins, c'est pas entre les maladies. On est entre les vaccins, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un vaccin qui est très bien connu, avec un tropisme qui est comparable. Et un vaccin qui est nouveau, qui est peu éprouvé, avec un procédé moins bien maîtrisé. Non, mais c'est pas Voilà. Merci. Non, C'est mais partie de l'élément d'arbitrage pour des politiques publiques. Quand même. oui, tout à fait. La maladie elle-même, c'est d'ailleurs ce que justifie. Disons que je me suis focalisée sur le risque, du coup je ne peux pas vous répondre sur la partie bénéfice, mais c'est des choses qu'on peut documenter évidemment. Oui. Merci bien. Merci. Continuons le contradictoire et donne tout de suite la parole au professeur Alain Fischer. Merci. Juste quelques minutes. Je voudrais juste remarquer sur les 3 interventions. Si on suit les 3 interventions que nous avons entendues, en gros, les responsables des autorités sanitaires de tous les pays européens, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, sont des gens qui sont... Vous me permettez de continuer? Est-ce que je peux continuer? Laissez, s'il vous plaît. Laissons la parole est à professeur Fischer, Vous êtes s'il vous gentil de plaît. ne pas m'interrompre? Sinon, je peux aussi parler d'autre chose. D'accord? Absolument. Bien. Donc, dans les différents pays riches qui ont la chance de disposer de vaccins, où il n'y a pas eu, comme dans d'autres pays, des manifestations pour obtenir des vaccins qu'ils n'avaient pas, eh bien, ces différents pays, où peu ou prou, menaient la même politique, avec des nuances, et on peut en discuter, elles sont très intéressantes, ces nuances. Mais globalement, ils ont mené la même politique, c'est-à-dire utiliser les vaccins disponibles tout d'abord pour les personnes prioritaires, tant qu'il n'y avait pas de quoi vacciner toute la population, et ensuite de proposer la généralisation de la vaccination, y compris aux adolescents, y compris aux enfants. Tous les pays, toute l'Europe occidentale, toute l'Amérique du Nord, l'Australie, le Japon, enfin on pourrait continuer comme ça. Donc moi je veux bien que tout le monde se trompe, ou que tout le monde est criminel, à l'extrême limite, si on pousse le raisonnement, mais je pense que ça amène à réfléchir, et ça suggère qu'il y ait quand même derrière tous ces pays des experts qui connaissent un tout petit peu la vaccination, qui connaissent la santé publique, qui connaissent l'épidémiologie et qui ont apporté des bases concordantes pour proposer cette politique qui a été mise en œuvre dans tous ces pays avec succès en termes de protection contre la vaccination. Ça, c'est une remarque générale qui a trait, à mon avis, aux 3 présentations. Je voudrais peut-être revenir plus particulièrement sur celle de M. Alla. Il y a quelques points que j'ai notés, il n'y a pas le temps de tout. Je ne peux que m'inscrire en faux sur un certain nombre de ces affirmations. La première, c'est il dit la communication à l'égard des effets indésirables a été non loyale. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En l'occurrence, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une communication, au contraire, extrêmement rapide, complète, et peut-être, d'une certaine façon, je l'ai dit, contre-productive, sur tous les effets secondaires indiscutables. Et ceci, donc encore une fois, malheureusement, mais je ne regrette pas qu'il en ait été ainsi, mais a rendu un vaccin inopérant en France, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Mais je ne vois pas en quoi elle a été non loyale, puisqu'elle a été. On ne peut pas être plus transparent et rapide sur ce qui a été fait, ou puisque l'expression publique a été faite dans les heures ou les jours qui suivaient les observations. Pardon. Moi, j'ai un chat dans la gorge, mais ce n'est pas très grave. Ça arrive à tout le monde. La deuxième est de dire que la campagne de vaccination a cherché à privilégier systématiquement la vaccination générale aux dépens des personnes fragiles. Je suis désolé de dire que c'est absolument faux. Du 27 décembre 2020, premier jour de vaccination, jusqu'à la fin mai 2021, c'est-à-dire ça fait 5 mois si je compte bien, merci beaucoup. La vaccination a été réservée selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, les nôtres, etc., peu importe, aux personnes fragiles, en commençant par les plus fragiles, les plus âgés, les personnes en EHPAD, et puis en décroissant progressivement. Et il y a même d'emblée, dès janvier, il a été mis en place la vaccination des personnes les plus vulnérables, immunodéprimées, etc., etc. Donc c'est juste faux de dire qu'on a privilégié la vaccination de la population en général. Ce n'est qu'au mois de fin mai, alors qu'une fraction importante des personnes à risque avaient déjà été vaccinées, qu'a été entreprise une vaccination générale, fondée sur des observations liées aux essais cliniques et aussi des études en vie réelle d'autres pays, montrant qu'il y avait un risque, même s'il était infiniment plus faible pour la population générale, à contracter la maladie. Et deuxièmement, parce que je l'ai déjà dit, mais je me permets de le répéter, et c'était encore plus fort en 2021 qu'aujourd'hui,
parce que les virus de l'époque étaient moins transmissibles. Il y avait un effet de protection collective, même si on n'a pas atteint, bien sûr, une immunité collective. Mais en vaccinant des jeunes de 30 ans ou de 40 ans ou de 20 ans, peu importe, ou des ados, on a aussi protégé leurs grands-parents ou je ne sais pas, quelqu'un qui a une transplantation rénale dans leur environnement. Donc je m'inscris en faux contre ce point. Et ensuite, je fais remarquer que pour les populations à risque, les résultats sont parfois insuffisants, c'est clair. Il eût été mieux que plus de 80. Il y a 10% de personnes de plus de 80 ans qui n'ont pas été vaccinées. C'est un échec relatif. Il faut quand même faire remarquer que 90% l'ont été, mais c'est vrai que c'est un échec. Néanmoins, enfin relatif. Néanmoins, la grande majorité des personnes fragiles ont été vaccinées. Plus de 90% les données de la CNAM le montrent, atteints de maladies chroniques. Ça fait beaucoup de monde en France, 17 millions de personnes ont été complètement vaccinées. Il y a une lacune pour les malades dialysés, où il y a une difficulté indiscutable. Mais enfin, l'immense majorité des personnes à risque ont été vaccinées et continuent, heureusement, d'être vaccinées. Et cela inclut, ça a été la toute première priorité, chacun s'en rappelle, la vaccination des personnes en EHPAD, qui n'était pas quelque chose à mettre en route de façon simple. Donc, troisième point où je suis un peu étonné des propos, concernant les enfants et les adolescents, où en gros on a dit on a inventé une justification à cette vaccination parce qu'on voulait à tout prix mettre en avant l'immunité collective, qui était un argument, mais certainement pas l'argument numéro un. Il y a deux arguments qui ont été mis en avant. Un qui a été évoqué, mais à rebours, qui est la protection contre les conséquences de l'absence de scolarité et les risques donc d'isolement des enfants grâce à la vaccination. Je suis assez étonné d'entendre que c'est la vaccination qui a entraîné les problèmes de santé mentale des enfants. D'abord parce que pour les moins de 11 ans, ils ne sont toujours pas vaccinés. Donc les problèmes de santé mentale, c'est sûrement pas la vaccination qui les a engendrés. Et d'autre part, on sait que pendant la première phase de confinement, donc bien avant la vaccination, le taux d'augmentation de suicide, de tentatives de suicide des adolescents, tous les pédiatres de tous les hôpitaux de France l'ont dit, a augmenté considérablement. Ce n'est pas la vaccination qui a entraîné les troubles mentaux des enfants et des adolescents, c'est l'isolement, les conditions de vie de ces enfants, notamment de ceux les plus défavorisés. Donc la vaccination pouvait, je ne dis pas que c'était parfait, mais était une mesure raisonnable à proposer. Et puis surtout, Monsieur Alla, vous oubliez complètement le fait que même si c'est un risque faible, il y a des enfants qui font des formes graves. Il y a 1000 enfants en France qui ont été hospitalisés pour ce qu'on appelle le syndrome PIMS, qui est une pathologie inflammatoire propre aux enfants. Heureusement, il n'y en a qu'un seul qui est décédé, mais c'est déjà un de trop. Et ces 1000 cas impliquent des enfants à une période où la vaccination existe. Et on peut regretter qu'ils n'aient pas été vaccinés, ce qui aurait évité les hospitalisations, des séjours en réanimation, voire peut-être des séquelles. Donc évidemment, il est beaucoup plus faible que pour les adultes et a fortiori les personnes âgées, mais il y a un bénéfice individuel direct pour les enfants qui justifiait cette vaccination. Malheureusement, la Société française de pédiatrie n'a pas suivi de façon adéquate cela. Je le regrette, mais on constate que dans les pays voisins, la vaccination des enfants s'est déroulée, continue de se dérouler, et cela se passe bien. Quatrième point, la stratégie de la peur pour la communication fondée sur l'exagération des risques d'un côté et la minimisation des effets secondaires. Honnêtement, je ne peux pas laisser passer ça. Je veux dire, on a des données, des centaines de publications scientifiques sérieuses sur les essais cliniques, les études observationnelles, les études négatives case control que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui toutes, dans de nombreux pays, dans différentes classes d'âge, en stratifiant comme vous le souhaitez, par âge, par risque de morbidité, etc., qui démontrent l'efficacité de la vaccination. Évidemment, elle est plus forte chez des personnes particulièrement à risque, mais elle existe dans toutes les classes d'âge, je n'y reviens pas. Et il n'y a pas eu non plus, à l'inverse, de minimisation des effets secondaires. Donc je suis un peu étonné qu'un collègue universitaire, je suis également universitaire, je fais également de la recherche, je connais un peu l'immunologie, et par exemple je suis pédiatre pour ce qui est de la situation des enfants, évoque ce genre de choses. Il a été évoqué le fait que 4 à 20% des patients qui ont développé des myocardites post-vaccination ont été en réanimation. Je n'ai jamais vu ces chiffres, je pense que c'est très inférieur. Effectivement, elles sont dans l'immense majorité des cas bénins. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de continuer parce que c'est le même, ça continue après de la même façon avec juste là où j'ai été mis en cause personnellement quand même, parce que je suppose que dans ce cas-là, je réagis. Monsieur Oumlil, vous m'avez mis en cause à 2 reprises, donc je réponds. Oui, je réponds si vous permettez, vous indiquant qu'on a vacciné des populations sans leur demander leur avis. Je crois que c'était à propos des immunodéprimés. Je peux parler ?
Merci. C'est juste totalement faux. Aucune personne n'a été vaccinée de force. Bon, déjà, ça serait assez difficile. On leur a demandé. Je vous suggère d'entrer en contact avec les associations de malades atteints d'insuffisance rénale, transplantation rénale, de maladies auto-immunes et de cancer, de lymphome. Ce n'est pas tout à fait le discours qu'ils tiennent. Ils disent le discours inverse. On n'a pas été assez sollicité encore, même si beaucoup d'entre eux ont été vaccinés. Mais ils disent parfois on a eu du mal à obtenir une réponse des médecins en faveur de la vaccination. Donc c'est juste exactement le contraire de ce que vous avez prétendu. Et le dernier point, je m'arrêterai là, je ne veux pas évoquer tous les autres points qui sont inexacts, mais ce serait trop long. Vous faites allusion à une note où on parle des cas de cluster en EHPAD. Ce n'est pas parce qu'il y a des cas de cluster que la vaccination est inefficace. Personne n'a jamais prétendu que la vaccination est efficace à 100%. Mais à nouveau, la littérature est riche de dizaines de papiers qui montrent que la vaccination, et c'était une bonne nouvelle, d'ailleurs on craignait qu'il n'en soit pas ainsi avant le début de la campagne vaccinale, mais que la vaccination est efficace et protège les personnes très âgées contre les formes graves de la maladie. Et enfin, tout dernier point, je ne peux pas être trop long, mais Madame Saunier, je pense que dans E, il y a événement. Et un événement, ce n'est pas un effet. Et je pense qu'il faut faire extrêmement attention. C'est toute la discussion, et je pense que peut-être vous y reviendrez tout à l'heure, Chantal. Christelle, pardon, excusez-moi, n'importe quoi. Christelle, c'est pas grave. Si je peux intervenir. Entre événement et effet, il y a une grande différence. Et que si on suit vos chiffres, on arrive à des chiffres absolument astronomiques d'hospitalisation et de décès liés à la vaccination qui ne tiennent pas la route, ni en France, ni dans le monde. Je suis désolé. Je m'arrête là. Merci beaucoup, professeur. On a bien compris que vous alliez partir dans quelques minutes. La sénatrice Florence Lassarade. Oui, merci. Moi, je vous remercie quand même à tous pour la qualité de vos contributions. Et je pense que dans une période où l'épidémie a ralenti, où on est peut-être à la veille d'un autre épisode, mais notre rôle était aussi d'essayer d'apporter un peu de recul. Et je pense que ce qui est important dans tout ce que vous avez dit les uns et les autres, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger avec l'œil d'aujourd'hui où on est sorti d'une période vraiment critique, des faits qui se sont passés il y a 2 ans ou il y a 18 mois. Il y a quand même aussi une notion de temporalité qui doit intervenir. Pour ce qui est de l'enfant, on n'est pas tous, même pédiatres, et je suis pédiatre, forcément d'accord avec tout ce que vous avez proposé. Mais moi, j'entends des arguments de quelqu'un qui est confronté tous les jours à des pathologies très graves, à des malades qu'il faut malgré tout protéger. Les plus fragiles d'entre nous sont pénalisés par actuellement l'arrêt du port du masque. On est content de ne plus porter le masque, mais la vaccination, c'est un des éléments de protection. On a progressé dans le diagnostic, par exemple, du PIMS dont vous parliez, qui permet à tout pédiatre maintenant d'être alerté, même un médecin généraliste, sur les symptômes, qui fait qu'il n'y a plus eu de décès par PIMS. Donc je pense que tous les aspects de la question ont progressé, mais nous, notre sujet, c'était vraiment les effets secondaires, y compris les effets relativement mineurs, qui ne conduisent pas forcément à un décès et une hospitalisation, mais nous avions quand même à cœur de mettre en évidence tout ça. Et je pense qu'il ne s'agit ici de condamner personne, mais par contre, un échange tel qu'on vient de l'avoir, je pense que ça peut aider à faire progresser les choses. Et je vous en remercie. Attendez, d'abord, on va le faire dans l'ordre. D'abord, sauf que, pour vérifier, qui a une obligation de départ, donc 17h30, on a bien noté Alain Fischer, les autres pouvaient rester un peu plus longtemps? Un petit peu plus longtemps, mais pas beaucoup. Bien. Alors, nous pouvons organiser mais vraiment un élément très rapide. Donc, je vais redonner la parole au docteur Umlil, au docteur Saulnier pour une très rapide. Je parle ici de 2-3 phrases pour répondre, et puis une conclusion aussi, de façon à, on va dire, arriver vers une clôture de débat en ce qui concerne le contradictoire impliquant le professeur Fischer. Excusez-moi, si c'est possible aussi, je répondrai bien, François Alla. Ah, professeur Alla aussi, pareil, 2-3 phrases. Déjà, le professeur Fischer, lorsque je critique ce que vous dites, ce n'est pas une attaque personnelle. C'est un débat d'idées, donc je reste sur les idées.
Justement pas, c'est ça le problème. C'est qu'on Écoutez, est depuis le début, Attendez. depuis le début, je fais que ça. Je suis sur les faits, je suis pas contre. Attendez. Lorsque vous dites, Docteur Umlil, allez-y. oui, lorsque vous dites que tout le monde a vacciné, donc le produit est bon. Je vous rappelle que les critères d'évaluation d'un médicament ne dépendent pas d'une célébrité médicale, ne dépendent pas de la pluralité des utilisateurs. Je vous renvoie à l'affaire Vioxx, qui a été mis, je pourrais vous rappeler l'affaire Vioxx, l'affaire thalidomide, l'affaire Distilben, et les exemples ne manquent pas. Pour les plus de 75 ans, je vous invite à lire ce qu'avait publié la Haute Autorité de Santé le 23 décembre 2020. Elle nous dit clairement qu'il n'y avait pas assez de données pour trancher. C'est la Haute Autorité de Santé, ce n'est pas moi qui le dis. Vous dites qu'il n'y avait pas eu d'obligation. Je suis désolé, mais je ne sais pas dans quelle vie. Moi, personnellement, je vois que des gens obligés, quasiment, la plupart en tout cas. Un pass vaccinal, puis sanitaire, puis vaccinal, pour aller manger un sandwich, pour aller faire du football. L'enfant en question dont je vous ai parlé, qui avait perdu la vue, il s'est vacciné pour continuer de jouer au football. L'obligation pour les professionnels de santé, ça, j'en parle pas. Le cluster, je suis désolé, mais le seul critère juridique qui permet d'imposer à une population une obligation, c'est si le vaccin permet d'empêcher la transmission virale. Si c'est uniquement une protection personnelle, contre les formes graves notamment, à supposer que cette protection soit démontrée, juridiquement, c'est impossible. Je vous renvoie là. Non, mais voilà. Vous pouvez conclure sur la réponse, s'il vous plaît. Oui. Alors pour les enfants, je suis désolé, vous reprenez l'autorisation de mise sur le marché. En décembre 2021, moi je l'ai consulté. C'est écrit comme ça. Population pédiatrique, l'Agence européenne du médicament a différé l'obligation de présenter les résultats des études. Et dans la ligne suivante, on autorise quand même. Donc il faudra qu'on m'explique comment on peut autoriser un produit alors que les résultats des études ne sont pas entre les mains de l'Agence européenne du médicament. Bien entendu, merci Monsieur Umlil. Madame Saulnier. Oui, je vous remercie. Moi, je veux juste revenir sur le fait que ce soit certes une contradiction, mais c'est surtout une contribution. Donc l'idée, c'est quand même que la discussion soit positive. Je suis intervenue sur principalement les risques et pas effectivement le bénéfice, mais voilà, c'est le risque que j'ai souhaité mettre en valeur aujourd'hui. Il est évident que la vaccination est un outil indéniable de santé publique, donc ce n'est pas du tout ça qui est à remettre en cause ici. J'ai suffisamment travaillé dans l'industrie de la vaccination pour tenir cette position facilement. Donc finalement, quand on aura des risques qui sont acceptables, on sera quand même beaucoup plus à l'aise pour parler de bénéfice-risque par rapport à la maladie. Et ça doit être étudié par tranche d'âge, par dose, et faire quelque chose qui soit ajusté à l'individu, en fait. Parce que pour certaines tranches d'âge et certaines populations, on a des risques qui sont supérieurs aux bénéfices. Voilà. Merci Madame Saulnier. Professeur Allah. Et je tiens quand même à préciser que les événements, les tableaux qu'on a effectués sont imputés puisqu'ils sont présentés comme des effets indésirables par l'ANSM. Donc on n'a fait que reporter les chiffres de l'ANSM. Et si tel n'était pas le cas, de toute façon, on a parlé de décès et d'hospitalisation. Ces chiffres sont en cohérence sur les différentes bases de données. Et je pense que quand on en est à l'hospitalisation et à des déclarations d'événements dans le cadre d'un hôpital, c'est que la gravité est bien présente. Donc voilà, je voulais juste revenir sur la caractérisation de l'événement. C'est important. Alors attendez, mais on a bien noté votre remarque, Monsieur Umlil. Professeur Allah. Oui, mais merci de me redonner la parole. Donc, j'essaierai d'être plus bref que tout à l'heure. J'ai bien compris le message. Donc, sur 2-3 points quand même soulevés par M. Fischer. D'une part, sur la stratégie de vaccination collective versus personnes à risque. Enfin, les faits sont têtus. Nous avons le paradoxe en France d'avoir une meilleure couverture vaccinale chez les adultes jeunes que chez les plus de 80 ans, d'avoir la pire en Europe de l'Ouest. Tous les pays européens d'Europe de l'Ouest sont entre 95 et 100% de personnes de plus de 80 ans vaccinées. Nous, on a oscillé entre
entre 85 et aujourd'hui 90%. Donc on est à un échec relatif. Donc on peut se dire verre à moitié plein, on a 90% de vaccinés, mais on a toujours beaucoup de personnes fragiles, y compris socialement aussi, en SDF et autres personnes vulnérables socialement, qui ne sont pas vaccinées et qui sont à fort risque d'être infectées et qui sont à fort risque de formes graves. Et ce qui contribue à plusieurs dizaines de décès par jour, encore aujourd'hui, en mai 2022. Donc les faits sont têtus, la stratégie globale n'a pas permis de protéger de façon optimale les personnes les plus fragiles, mais c'est lié au levier aussi et à la façon de les mettre en œuvre. Deuxième point, sur pourquoi vacciner les enfants et l'immunité collective, c'était quand même un argument. Et le premier argument mis en avant, je me permets de reciter M. Fischer en mai 2021, j'ouvre les guillemets, faute d'adultes en nombre suffisant, il va falloir vacciner les enfants, fermez les guillemets. Donc, c'était quand même c'est une citation tronquée. Je suis désolé. Attendez, pardon, on va répondre juste après. C'est une citation tronquée. Je vous enverrai le lien et chacun jugera. Et enfin, troisième élément sur l'évolution de la santé mentale des Français. Donc effectivement, et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit, ce n'est pas le vaccin bien sûr lui-même, c'est la stratégie globale incluant la communication qui a contribué à cette évolution de la santé mentale, qui était la communication globale sur la crise. C'est qu'il a fallu communiquer sur le vaccin, mais avant, on a communiqué pour faire accepter confinement, couvre-feu et autres mesures de restriction. Et quand on voit l'évolution de la santé mentale des Français, liée à la communication et aussi aux mesures, comme vous l'avez souligné, de fermeture des écoles, de couvre-feu, de confinement, etc., malheureusement, la stratégie de la peur est un des principaux déterminants. Et quand on interroge, on a un travail en cours d'ailleurs avec des jeunes suicidants, c'est un des arguments principaux, c'est un des motifs extrêmement forts d'anxiété des jeunes et pouvant entraîner des comportements, on parle beaucoup des suicides, mais aussi d'anorexie mentale, etc., chez les très jeunes, chez les 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et le choix de la communication par la peur, faire peur sur les risques. Professeur, si vous pouvez conclure. La des enfants a des conséquences. Voilà, c'était tout. Je vous remercie. Merci. Je pourrais vous envoyer tous les documents. Merci, professeur Alla. Professeur Fischer. Non, juste, je réagis au moins sur. Vous m'avez cité de façon tronquée, ce qui n'est pas complètement honnête. J'ai toujours mis en avant les 3 arguments, en commençant par l'argument du bénéfice individuel sur les PIMS et aussi sur les formes aiguës des enfants fragiles. Donc, je vous demande de rectifier. Et à l'instant, je l'arrêterai là, parce que après la discussion, comme toujours dans ces cas-là, devient circulaire entre discussions qui sont une analyse critique des faits versus des opinions. Je suis désolé de le dire, mais on est là-dedans. En ce qui concerne les problèmes mentaux des enfants, ils sont apparus au moment du confinement qui s'est passé 1 an avant la vaccination. Donc parler de la vaccination là-dedans, je suis désolé, je vais être un peu fort, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Non, je ne dis pas qu'il n'existait pas avant, c'est ce que je viens de dire. C'est l'ensemble de la communication depuis le début de la crise. Et regardez les chiffres de la semaine dernière. Ça s'amplifie même. Nous devons clore cet échange avec le professeur Fischer. C'est très important, monsieur les le Président. Deux autres personnes. Le mot loyal, s'il vous plaît. Il ne peut pas partir sans que je vous donne la définition légale. Parce que c'est interrogé sur le mot loyal. Professeur, docteur Umlil, je m'engage moi-même à faire l'aller-retour par écrit sur votre question concernant la non-loyauté. Sur le mot loyal, ce que ça veut dire en droit, ça veut dire qu'il ne faut pas minimiser ni maximiser les risques, et pareil pour le bénéfice. Docteur, je m'engage à m'occuper de faire l'aller-retour au niveau de la transmission, et je vous remercie pour la question et la précision. Il est important. Professeur Fischer, nous vous remercions pour votre disponibilité au-delà de l'heure qui était prévue. Et nous continuons un petit moment. Je vais passer est-ce que les rapportrices souhaitent intervenir ? Sénatrice, nous saluons la sénatrice Florence Lassarade qui a accompli sur cette mission une quantité extraordinaire de travail ainsi que sur la précédente et qui ne se doutait sans doute pas à quel point l'engagement allait être extraordinaire. Merci, chers collègues. Et intervention de Sonia de la Pauvreté ? Non, c'est OK. Sinon, on continue dans le contradictoire quelques moments. Et peut-être que le docteur Christelle Ratigné-Carboneil ou le docteur Annie-Pierre Jonville-Béra souhaitent intervenir à leur tour. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je laisserai aussi évidemment la parole au docteur Jean-Ville Bérat. Juste quelques éléments, notamment sur le sujet de la minimisation en effet des effets indésirables et d'une communication qui en tout cas a été indiquée, je crois, notamment par François Alla, comme je ne reviens pas sur le sujet non loyal, mais non pleinement transparente. Je voudrais juste revenir sur le dispositif qui a été mis en place dès le tout début de la mise en place, en effet, de la campagne de vaccination, qui a d'abord concerné, comme cela a été indiqué par le professeur Fischer, les personnes fragiles dès le départ, dès la première vaccination qui, de mémoire, a eu lieu le 27 décembre 2020. Le premier cas de vaccination, il y a eu donc un dispositif renforcé à la fois de pharmacovigilance mais également de pharmacoépidémiologie, et en effet mes collègues des CRPV pourront revenir dessus, notamment aussi sur le sujet des ressources humaines, puisque je crois que ça a été une question qui a été posée, qui a permis en effet évidemment d'analyser l'ensemble des cas, mais qu'il y ait une communication en temps réel, donc avec une communication en effet donc de manière quasiment toutes les semaines au tout début, ensuite en effet tous les 15 jours, et donc nous avons toujours un rythme de communication régulière et récurrente sur l'ensemble des effets indésirables qui sont signalés, analysés, traités en effet par les CRPV et ensuite discutés au sein de comités de suivi qui se tiennent en effet de manière régulière. On est à peu près à plus d'une quarantaine de communications et avec un dispositif en effet de communication qui permet de donner accès à la fois aux professionnels de santé et au grand public. Il y a toujours des efforts évidemment de connaissance, notamment du site de l'ANSM, même si nous sommes en effet, nous essayons évidemment d'être le plus actifs possible, y compris en termes de relais sur les réseaux sociaux, mais avec une granularité de l'information permettant d'avoir un accès selon les souhaits des personnes qui consultent en effet ces informations et nos documents, à la fois avec des points d'information synthétiques, des fiches de synthèse en effet qui permettent d'avoir des éléments plus détaillés, mais pour autant dans on va dire un format assez ramassé. Et puis ensuite, comme cela a déjà été indiqué par mes collègues des CRPV, les rapports complets sur l'ensemble des effets indésirables par vaccin. Et donc c'est dans ce cadre-là et cette communication et ce dispositif en effet inédit, donc de surveillance, mais surtout de communication extrêmement importante. Également aussi, nous avons mobilisé, et c'est important, avec les professionnels de santé, avec les usagers, les associations de patients, des webinaires de manière extrêmement large, retransmis aussi sur notre chaîne YouTube, qui permet de faire connaître évidemment ces éléments d'information et de pouvoir aller également aussi plus en détail. Et on voit bien, et je le vois en effet dans les échanges que l'on a, et avec notamment la deuxième table ronde, on a un sujet, et je crois que Madame la rapporteure, vous l'avez indiqué, la communication est le nœud évidemment du sujet. C'est évidemment très important. Il y a eu des efforts considérables qui ont été mobilisés, mais nous sommes encore sur le chemin. Je partage complètement une notion de pédagogie, de communication, d'information sur ce que l'on connaît, sur ce qu'il y a évidemment encore à apprendre et cette transparence. Juste pour revenir sur quelques éléments, et après je passe la parole à Madame, au docteur Jean-Ville Bérat, sur le sujet notamment, je crois que c'est le docteur Oumlil qui le mentionnait, sur les... Je suis désolée, je vous tourne le dos, mais voilà, c'est pas complètement simple. Sur le sujet, en effet, des différentes possibles compositions, notamment du vaccin Pfizer, je tiens à préciser que la composition depuis l'AMM est identique. Ce qu'il y a aujourd'hui, nous avons plusieurs conditionnement du vaccin Pfizer. Au tout départ, il y a eu des vaccins donc adilués. Donc ensuite, nous avons une préparation prête à l'emploi et nous avons en effet une forme également pour l'enfant. Et donc ce qui existe en effet et ce qui est mis en ligne, et vous avez indiqué la date depuis le 26 avril 2022, qui correspond à la mise en ligne des éléments sur le site de l'Agence européenne du médicament, puisque je rappelle que ce sont des AMM qui sont des AMM centralisés, avec une mobilisation importante des agences sanitaires, mais c'est une AMM centralisée de la Commission européenne. Donc nous attendons, y compris réglementairement, la mise à disposition
de CRCP et notice au niveau de la Commission européenne pour que cela puisse être relayé au niveau national. Et donc, on a bien 3 présentations, une présentation pour dilution, une présentation prête à l'emploi et une présentation pour l'enfant avec des durées de conservation qui sont différentes. Et ce sont là, en effet, les différences. Eu égard pour limiter le risque, en effet, d'erreurs médicamenteuses qu'il pourrait y avoir pour les professionnels de santé entre ces différents flacons, il y a des bouchons violets, des bouchons gris, violet et gris, en effet. Il y a eu toute une communication qui a été réalisée, en effet, par l'ANSM, en lien, évidemment, avec l'ensemble des acteurs concernés, avec des visuels pour bien rappeler les différents en effet, flacons et là, évidemment, pour éviter au maximum ces erreurs. Donc ça, c'est un point, évidemment, important. Sur le deuxième point aussi, où l'ANSM a été mentionnée directement par le docteur Umlil, sur le sujet, en effet, du procédé de fabrication et des questions, je vous ai répondu, en effet, c'était un avocat qui nous avait saisi, j'ai répondu, en effet, alors je n'ai pas répondu que je ne savais pas, parce qu'en effet, en général, j'essaye d'avoir les informations en tant que directrice générale d'une agence de sécurité sanitaire. En effet, il est mieux d'avoir la connaissance et d'avoir les informations. J'ai indiqué que je transmettais l'ensemble de ces demandes auprès de l'Agence européenne du médicament, puisque c'est elle, en effet, qui détient l'ensemble des données. Et à nouveau, je rappelle que c'est la Commission européenne qui autorise et qui a l'ensemble de ces éléments. Et je crois, en effet, me rappeler également que la directrice générale de l'Agence européenne du médicament a répondu à la demande de l'avocat et permettant de mettre en évidence l'ensemble des éléments qui ont été précisés. J'arrête là parce que sinon le docteur Joinville Bera ne pourra pas avoir le temps de répondre aux questions, notamment sur le sujet de la pharmacovigilance. Merci Madame la Directrice Générale. Docteur Joinville Bera. Merci. Quelques éléments de réponse à M. Umlil et à Mme Saunier que mes collègues compléteront éventuellement. La sous-notification, si vous faites de la pharmacovigilance, vous savez très bien que ce n'est pas un obstacle à la détection de signaux. On a remonté plus de 100 signaux, donc je pense que la sous-notification, il ne faut vraiment pas la mentionner, ce d'autant que dans la base mondiale de pharmacovigilance, la France est dans le top 10 des 10 plus grands contributeurs et dans la qualité des dossiers dans le top 3. Donc la sous-notification, c'est vraiment plus quelque chose qui est d'actualité. L'imputabilité, on l'avait expliqué tout à l'heure, elle n'a jamais été prise en compte pour l'utilisation des cas, pour les rapports et pour remonter les signaux. Et donc dire que c'est une méthode qu'il faut oublier, je pense que là, on a vraiment fait la preuve que la méthode d'imputabilité, ce n'est pas elle qui avait fait obstruction à la remontée des signaux. Les cas, vous avez aussi mis en cause les calculs observés attendus. Donc, on prend en compte la sous-notification dans les calculs observés attendus. Il arrive de multiplier par 10, 20 ou 30 le nombre de cas observés pour pouvoir le comparer au nombre attendu. Mes collègues qui font de la pharmacoépidémiologie pourront largement vous l'expliquer. Les décès, il faut aussi prendre en compte, alors que dès le premier décès, que je connais très bien pour l'avoir expertisé, l'agence a mis le jour même une réunion de crise. C'était en fait un probable trouble du rythme chez un patient qui avait de nombreux neuroleptiques. Suite à ce décès, on a mis en place une procédure que tous les centres ont utilisée pour que tous les décès soient documentés de la même façon. L'idée étant de les catégoriser, puisque le vaccin ne fait pas mourir par l'opération du Saint-Esprit. S'il entraîne un décès, c'est par un mécanisme médical physiopathologique qui serait un trouble du rythme, qui serait une réaction allergique ou qui serait l'aggravation d'une pathologie. Donc dès le début, on a pris le parti de catégoriser ces décès pour, s'il y avait un signal, pouvoir le remonter le plus rapidement possible. Et tous les cas de mort subite qu'on pouvait attribuer à un trouble du rythme au décours dans les 24 heures qui suivent la vaccination ont été comparés au nombre de décès par mort subite qu'on a réussi à récupérer, puisqu'il y a un réseau qui prend en charge ces décès et qui les comptabilise, afin de s'assurer que justement le nombre de morts subites par trouble du rythme dans les heures qui suivent la vaccination n'était pas supérieur au nombre attendu dans la population générale, qui, je vous rappelle, pour certaines tranches d'âge, peut aller jusqu'à 100 pour 100 000. C'est-à-dire quand on est très âgé, on a en gros une chance pour 1000 de se faire une mort subite. Donc les décès ont été regardés de très près et c'est vrai qu'il restait les décès attribuables aux complications des effets indésirables qui ont été rapportés pour la vaccination. M. Fischer vous l'a rappelé, les thrombopénies thrombosantes, on sait que malheureusement on a eu des décès à déplorer au décours de cet effet indésirable. Pour répondre à Mme Saunier, je pense que la pharmacovigilance, c'est un métier. On sait tous les jours, tous les cas qu'on prend en compte. Et il nous arrive, et on en a eu encore cette semaine nous dans le service, des myocardites déclarés 8 mois après le vaccin.
8 mois après le vaccin, on est sûr pratiquement à 100%, surtout que le dernier, c'était dans un contexte viral, que ce n'est pas une myocardite en lien avec le vaccin. Mais comme on ne veut pas prêter le flanc à la critique, on a pris le parti de garder tout ça. Ce qui fait que dans les bases de pharmacovigilance, vous avez au moins un nombre d'événements qu'on ne peut pas rattacher à la vaccination énorme. Donc vous ne pouvez pas utiliser ces chiffres pour les comparer à d'autres pathologies. Il faudrait avant regarder de près cas par cas et là prendre en compte l'imputabilité, parce que ces cas, on les rentre quand ils sont 8 mois après le vaccin avec une note d'imputabilité évidemment très faible pour pouvoir les comparer à une pathologie spontanée. La deuxième critique que je ferai, c'est sur la gravité. Alors là aussi, pour ne pas battre le flanc pour se mettre à l'abri des critiques et surtout protéger les patients, on a d'emblée décidé de considérer comme grave. Alors la définition de la pharmacogénance, de la gravité en pharmacogénance, c'est qui conduit à l'hospitalisation, la prolonge, entraîne des séquelles ou le décès. D'un commun accord entre les centres, on a décidé de coder comme médicalement significatif ce qui les transformait en grave. Les fièvres supérieures à 40, parce qu'on estimait qu'avoir 41 après le vaccin, c'était peut-être inattendu. Les arrêts de travail prolongés, comme on a eu après AstraZeneca. C'est-à-dire que la gravité, il faut comprendre que dans la situation d'un vaccin qui est préventif, on a élargi les critères de gravité. Notre objectif, c'était, là encore, protéger les patients, détecter un maximum de signaux. Donc vous avez une surreprésentation des taux d'effets graves, qui n'est pas la gravité réelle de ces effets. C'est pas les 25%, ce n'est pas des patients hospitalisés, loin de là. Et alors le pire, je dirais, c'est la comparaison avec la grippe, parce que si vous êtes virologue, vous savez comme moi que le vaccin contre la grippe, c'est un des mieux tolérés. On vaccine surtout les gens âgés qui ne font pas d'effets indésirables, puisqu'ils n'ont plus de système lié à l'immunosénescence, donc ils répondent très peu au vaccin. Donc quand on compare un vaccin, on compare deux vaccins qui ont la même cible en termes de population. La grippe, ce n'est pas du tout la même cible. Il y a très peu d'effets indésirables. C'est un vaccin très vieux pour lequel on ne communique plus sur les effets indésirables. Et il n'y a pas eu la communication qu'il y a eu pour le Covid. Donc on ne peut pas faire une comparaison pareille. C'est juste, vis-à-vis des patients, je pense que voir vos diapositives pour les patients, moi, tout est faux. Il faut tout recalculer. Je suis désolée, mais je laisse la parole à mes collègues parce que je pense que dans les publications que je n'ai pas regardées de près, il y a aussi quelques soucis. Oui, je vais prendre la parole de façon très concise parce que le temps est précieux. Oui, je souscris bien entendu à tout ce qu'a dit Annie-Pierre Bérajonville. Je pense que si vous mettez ces diapositives entre les mains d'un épidémiologiste, un pharmaco-épidémiologiste, et vous en avez auditionné certains lors des auditions privées, le professeur Bernard Bégaud, le professeur Antoine Pariante, le directeur du GIS Épifar, le docteur Mahmoud Zurek, je pense qu'ils resteront sur la même ligne que nous. C'est très étonnant, pour ne pas dire autrement, de faire de telles comparaisons. La population n'est pas la même. Il y a une très forte incitation à la déclaration, j'en passe et des meilleurs. Donc je pense qu'il faut dire les choses clairement, il ne faut pas être anxiogène. Je pense que ces diapositives sont très anxiogènes pour les patients et je pense que le grand public a besoin de tout, sauf d'une surexpression des risques, surtout quand ils sont faux. Quand ils sont justes, on est pour la transparence et les centres régionaux de pharmacovigilance ont tout fait, parce que là on ne vous parle que des cas, mais on a eu une très grosse activité en termes de réponse téléphonique auprès des patients qui nous ont appelés. On a eu plus de 50 000 appels des patients rien que pour les vaccins, c'est énorme. Donc je pense que c'est un peu délétère que de présenter ces chiffres qui, une fois de plus, ne reflètent pas du tout la réalité. Dans le même ordre d'esprit, vous citez une publication où les conclusions ne sont pas tout à fait ça. Vous citez une publication qui est sur 5 cas de patients qui ont de jeunes adolescents qui ont fait une myocardite en parlant d'effets à long terme. Ces jeunes, et j'ai lu l'abstract rapidement, je la connaissais déjà, ont été hospitalisés, ont fait une myocardite, sont restés au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, tout est redevenu normal, même les cycles de troponine qui normalement sont au plafond. Ils n'avaient plus de douleur thoracique, ils n'avaient pas d'altération de la fréquence cardiaque. Et oui, vous faites une IRM cardiaque à quelqu'un 2 mois après, il a les stigmates de sa myocardite. Donc, on ne peut pas dire il y a à long terme, ça c'est la maladie. On sait qu'en effet, la myocardite, ça met un certain temps à cicatriser, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas surinterpréter des publications scientifiques. D'ailleurs, ça n'a pas été publié dans une revue de cardiologie ou de pharmacologie, parce que sinon, elle aurait été très rapidement balayée. Les myocardites, là aussi, il faut dire les choses de façon très claire. Et là aussi, c'est les centres régionaux de pharmacovigilance qui, et Madame la sénatrice l'a dit en introduction, la façon dont on a eu de décrire
les premières myocardites étaient sans équivalent. On a dit que c'était des sujets jeunes, on a dit que c'était surtout AD2, que c'était dans des délais très courts et qu'il n'y avait pas d'altération de la fraction d'éjection ventriculaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'insuffisance cardiaque associée, ni de troubles d'urine cardiaque associés. Alors ça peut paraître technique quand on parle comme ça, mais c'est la première chose que nous demandent les cardiologues et c'est la première chose que nous demandent les parents quand ils nous appellent. Ce qui nous fait en effet donner le qualificatif de myocardite bénigne. Alors c'est jamais bien bénin parce qu'on croit que ce n'est rien. Oui, c'est quelque chose une myocardite, mais par opposition aux myocardites graves où les patients restent hospitalisés 15 jours. Les délais d'hospitalisation ont ensuite été confirmés, population entière, grâce à l'étude EPIPHAR qui a bien montré que les durées d'hospitalisation étaient très courtes. Et d'ailleurs, elles sont courtes, non pas pour la prise en charge de la myocardite, mais pour en faire le diagnostic. Un patient, au début, quand il arrive, il a simplement une douleur thoracique. Il faut 48 à 72 heures pour faire le diagnostic complet. C'était la durée d'hospitalisation. Donc ce n'était pas du tout des formes graves au sens médical du terme, au sens sévérité. Il n'y a pas eu les pourcentages en réanimation annoncés. Donc là, je pense que j'ai entendu aujourd'hui que le souhait de cette audition, c'était une totale transparence et la vérité. La vérité sur les myocardites, c'est celle qu'on vous annonce et celles qui ont été confirmées par de nombreuses publications, qu'elles soient françaises ou internationales. Et si je puis me permettre oui, allez-y, rapidement. Juste pour répondre à la question de Madame la rapporteure, ou la rapportrice, je ne sais pas, sur l'histoire du bénéfice individuel et du bénéfice collectif, enfin du risque individuel et du risque collectif. On peut l'illustrer tout à fait avec le cas de M. Humlil, l'enfant pour lequel il a donné une expertise sur sa cécité et avec un bilan étiologique négatif. Effectivement, à titre individuel, on ne pourra pas exclure que le vaccin ait eu un lien, enfin, ait pu provoquer ou ait pu participer à cette cécité, sachant que c'est la réponse que vous avez eue, si j'ai bien compris, du centre de pharmacovigilance. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'au niveau collectif, il y a un signal. Et ce signal, nous, on l'a regardé au niveau de Moderna, on a regardé les cas de cécité, puisqu'on avait eu un cas pareil qui, à titre individuel, était marquant. Le patient avait un bilan étiologique négatif, avait présenté une cécité transitoire, a représenté une cécité transitoire à la deuxième vaccination. Donc, c'était un argument fort pour s'interroger. Et quand on a regardé les cas de cécité transitoire qu'on avait avec Moderna, donc on avait 78 cas, 45 étaient du trouble visuel qui apparaissait dans un contexte de réacto, c'est-à-dire dans les 24-48 heures qui suivaient la vaccination, associés avec de la fièvre, des migraines, des céphalées, sur lesquels on n'était pas très inquiet. Et puis le reste des cas qui étaient donc des authentiques altérations de la vision, alors perte de vue, mais transitoires, pour lesquels effectivement on ne peut pas écarter avec le bémol que pour tous ces cas-là, il y avait pour beaucoup des facteurs de risque associés, c'est-à-dire des conditions qui pouvaient aussi favoriser la survenue de ces cécités et donc qui ne nous permettaient pas de faire le lien avec le vaccin. Donc c'est des cas, c'est des observations qu'on continue de suivre, pour lesquelles on ne peut pas faire le lien en l'état de ce dont on dispose, parce qu'on a très peu de cas. Et à part le cas dont je vous ai parlé avec la réintroduction positive, tous les autres, c'est des cas où il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir et qui ne nous permettent pas avec certitude de dire, tiens, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec le vaccin. Est-ce que sur ce sujet-là, qui est quand même un sujet grave, on peut considérer que voilà, ça fait vraiment partie des sujets graves, est-ce qu'une enquête de pharmacoépidémiologie a été diligentée par le GIS EPIPHAR comme elle a pu le faire, par exemple, comme le GIS a pu le faire pour les myocardites et les péricardites? Alors ça, c'est pas nous qui pouvons répondre, puisque c'est à l'agence que c'est décidé. Mais c'est une question. Parce qu'en fait, c'est un process qu'on n'arrive pas non plus tout à fait à saisir complètement. Alors, sur le sujet, et merci beaucoup de me donner la parole, parce que je souhaitais en effet intervenir sur la complémentarité entre la pharmacovigilance et la pharmacoépidémiologie. Donc, en effet, les études de pharmacoépidémiologie qui sont menées, c'est un programme, et c'est un programme qui est évolutif. Au départ, en effet, il y a évidemment à la fois la partie efficacité, la partie sécurité, et notamment également sur des sujets, par exemple comme les maladies auto-immunes, où en effet, on le sait, avec les vaccins, il peut y avoir un sujet sur l'apparition de maladies auto-immunes, et donc dans le programme, il y a le suivi notamment des maladies auto-immunes. Et puis le programme du GIS EPIPHAR sur la surveillance s'adapte en fonction des données qui remontent de la pharmacovigilance. Très clairement, comme on a eu avec les myocardites, sur ce sujet-là, en effet, et on voit en effet en fonction si on a aussi un certain nombre de sujets qui remontent, évidemment ça pourrait être suivi
par le GIS EPIFA. Et donc, ça s'adapte au fur et à mesure, typiquement aussi sur les thromboses atypiques. Et donc, ça s'adapte au fur et à mesure, en effet, notamment sur le suivi à long terme, parce que ça a été une des questions. Nous avons évidemment le suivi à long terme avec les déclarations, en effet, d'effets indésirables, mais on le sait, plus on s'éloigne de la prise du médicament ou de la vaccination, plus la déclaration est compliquée. Et donc là, en effet, et ce processus évolue en fonction. Donc, il y a un certain nombre de sujets qui sont en cours d'examen par EPIFA et qui va pouvoir intégrer au fur et à mesure des données. Donc sur ce point-là, on vous fera parvenir donc après l'audition la liste en effet des études précises qui sont en cours et comment cela peut être adapté. Mais on voit bien en effet cette articulation qui est indispensable, myocardite avec une détection très tôt à nouveau par la pharmacovigilance française et ensuite assez rapidement également ce qui a été mis en place au niveau de la pharmacoépidémio et confirmé ensuite à distance parce que l'intérêt en effet avec la pharmacoépidémie c'est que nous sommes sur des grands nombres, nous sommes sur l'intégralité des personnes vaccinées, et puis avec le recul en fait. Et donc on avance en fonction du recul, notamment sur l'exposition à la vaccination. Donc oui, il y a un programme au long cours de suivi des effets indésirables et de suivi de manière générale en pharmacoépidémio. On vous transmettra les points spécifiques sur les études qui sont designées à ce stade. Voilà, parce que le sujet, c'est qu'il y a des quelques sujets ponctuels suffisamment graves pour mériter une étude spécifique. C'est vraiment ça le sujet. C'est-à-dire qu'il y a le suivi global et puis il y a tout à fait. Nécessité, je veux dire, c'est un événement suffisamment rare et grave pour nécessiter un suivi pharmaco-épidémiologique. Et la capacité de le retrouver évidemment dans le système national des données de santé. Et c'est ça qui est un point évidemment important. Typiquement sur d'autres sujets, il n'y a pas la capacité d'aller voir dans les bases du SNDS, puisqu'on voit beaucoup de choses, mais pas tout. Et donc ça, c'est un point important. Et notamment sur des cas, en effet, spécifiques, j'entends évidemment la cécité, mais sur d'autres choses aussi, il y a la possibilité de mobiliser. Et donc, il y a ce programme qui est adapté et qui est évolutif constamment en fonction des remontées qu'il y a au niveau national, mais pas que, puisque nous avons contribué au niveau national à alimenter évidemment beaucoup de données au niveau européen ou mondial, mais il peut y avoir aussi d'autres choses et qui est intéressant de suivre. Donc c'est vraiment cette articulation qui est importante. Et cette collaboration si intégrée et si intriquée a pu vraiment être mise en place avec Covid. Merci Madame la Directrice Générale. Alors, il y a une demande de Gérard Le Seul, le rapporteur, une demande de Monsieur Mlil, une demande de Madame Saulnier. Allons-y. Et puis, je vous sélectionnerai parmi il y a des centaines de questions littéralement qui sont posées sur la bande, plus de 600. Voilà, et certaines sont plus ou moins des questions. Je vous en proposerai 2 tout particulièrement. Un certain nombre seront transmises par écrit aux intervenants. Dans les délais, nous ne pouvons pas faire bien davantage. Alors, dans l'ordre, Gérard Le Seul. Gérard, est-ce que tu nous entends? Ça fait esprit, es-tu là? Mais telle est l'époque moderne. Oui, il a baissé la main, non. Alors, en attendant de clarifier la situation de notre collègue, la parole au docteur Oumlil. Donc, je suis absolument d'accord sur le fait que l'évaluation d'un médicament se fait tant à l'échelon collectif qu'à l'échelon individuel. Qu'on peut avoir un médicament qui ne démontre pas d'intérêt pour la population générale et qui peut avoir un intérêt particulier chez une petite partie de la population. L'exemple type, c'est le thalidomide, qui, après avoir été supprimé pour les malformations qu'il avait entraînées, il est prescrit, il est revenu, avec une surveillance stricte. Et donc là, on peut être d'accord. L'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire, et le problème, c'est que dans le cas de cette vaccination générale, c'est que les contre-indications, le médecin ne peut plus évaluer en fonction de l'état du patient et en fonction de ses critères de risque propres qui peuvent déclencher des effets indésirables, imprévisibles notamment. Donc on a une liste administrative établie par l'exécutif, générale et absolue, et le médecin
moi j'ai plein de cas de myocardite, d'AVC, dont une question posée au centre pharmacovigilance avec lequel je travaille territorialement, compétent. On a eu un cas, même le centre pharmacovigilance ne savait pas répondre, il n'avait pas la boule de cristal non plus. Un AVC après la première injection. Et le patient, le médecin qui suivait ce patient, il me pose la question, est-ce que je peux faire la deuxième? Et moi, j'en sais rien. Je pose la question au centre pharmacovigilance. Il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir. Et puis, le centre pharmacovigilance m'a répondu, il faut que le patient discute avec le médecin. Mais discuter de quoi? Ensuite, pour l'information, je vous rappelle les critères juridiques de l'information. Ce n'est pas moi qui les ai définis. Je vous cite, donc je vous invite, Monsieur le Président, à aller consulter l'article R412735 et l'article L1111-2. L'information, les critères, les caractères de l'information. Concernant les risques, que dit l'article L1111-2? Il faut, lors d'un entretien individuel, et non pas sur des documents publiés sur des sites auxquels le patient ne sait pas comment aller faire pour les trouver, parce qu'effectivement l'information peut être disponible, mais le problème c'est au moment de la prescription. Et on revient sur les modalités de prescription et de dispensation pharmaceutique. Donc, l'information sur les risques, voilà ce que dit la loi. Il faut, avant toute prescription d'un médicament, ou d'un soin, quel qu'il soit d'ailleurs, avant une opération chirurgicale, n'importe quel soin à visée curative, diagnostique ou préventive, il faut communiquer les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. La prévisibilité pose question parce qu'on est avec un vaccin qui a été mis sur le marché, dit la Haute Autorité de Santé, avec seulement un mois et demi de recul, alors qu'une directive de 2001 européenne stipule que pour pouvoir parler d'un usage médical bien établi d'un composant d'un médicament, il faut un minimum de 10 ans. Il y a une directive. Ensuite, je n'ai pas fini. Et le juge, la jurisprudence administrative et judiciaire rajoute il faut communiquer aux patients les risques fréquents ou graves, même exceptionnels. C'est-à-dire, si vous avez un cas de paralysie faciale, un cas de myocardite, il faudrait le communiquer avant de pouvoir vacciner la personne. Et surtout, cette information est pérenne, dit la loi. Pérenne, ça veut dire quoi? C'est sans durée, c'est une durée limitée. Illimitée. Ça veut dire que si la personne a été vaccinée et qu'à posteriori, des effets indésirables nouveaux ont été repérés et reconnus par les autorités, il faudrait rappeler toutes ces personnes et leur porter à leur connaissance ces risques d'effets indésirables pour anticiper justement la réalisation du risque. Et ça, est-ce que ça a été fait aussi? Ça, c'est la loi. Et c'est lors d'un entretien individuel et non pas sur BFM ou sur CNews. Alors, sur l'imputabilité, une dernière chose, s'il vous plaît. Dernière. Sur l'imputabilité, il y a un membre du comité scientifique pharmacovigilance de l'ANSM qui a démissionné parce qu'il n'est pas d'accord. Parce que ce qui a été sur la méthode d'imputabilité qui laisse des cas de côté, qui rejoint l'avis de l'IGAS. Et il a démissionné parce que ce qui a été défini dans le rapport numéro 2 du 28 janvier 2021, auquel je n'ai pas eu la réponse d'ailleurs, sur les cas de décès restés inconnus. Et c'est Docteur Emily, il s'agit de répondre aux commentaires des experts. Sur l'imputabilité, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas le seul. Et d'ailleurs, la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, en 2017, elle est venue confirmer ce que le juge administratif et judiciaire de la Cour de cassation avait retenu depuis 2007-2008. C'est-à-dire que, par exemple, le juge administratif, il se contente de la temporalité, de critères temporels, qui considère un bref délai, c'est de quelques mois. Et la CJUE a défini des critères qui permettent, si vous avez des indices graves, précis et concordants, c'est-à-dire qui rejoignent un peu ce qui est utilisé par la pharmacovigilance, proximité temporelle, Docteur Emily, vraiment, je termine. Proximité temporelle, absence d'antécédents personnels et familiaux, des cas publiés et répertoriés, normalement, vous pouvez avoir une présomption de causalité. Voilà. Merci. Docteur Saulnier, vous vouliez intervenir de façon ultra concise. Je n'ai pas dit ultra concise, mais je vais essayer de l'être. Je voulais répondre à madame, notamment sur je vous rejoins complètement pour la grippe, et c'est vrai que l'idée, c'était surtout de trouver un comparatif.
Là, on a regardé un certain nombre de vaccins pour lesquels on pouvait avoir une comparaison. C'est très difficile d'avoir cette information-là et on a pris le vaccin pour lequel on avait les effets indésirables les plus élevés. Voilà, à disposition. Après, si vous en avez un autre à me proposer avec des données, je serais ravie de pouvoir faire le... En fait, c'est juste pour avoir par rapport au nombre de doses administrées, au nombre de personnes On a compris votre vaccinées. démarche, on critique, mais c'est... C'est des données publiées, hein, c'est pas moi qui parle. Non, je ne remets pas en cause les données publiées. Je remets en cause le rationnel à faire ça. Et moi, je ne vous ai pas coupé tout à l'heure. Parce que ça serait beaucoup plus simple d'avoir une discussion. Non, mais je vous l'accorde, je vous en prie. Mais ça serait beaucoup plus simple d'échanger que finalement pas parler les uns après les autres parce que c'est très difficile après de rabouter. Vous pouvez tout à fait prendre quelques instants après l'audition pour compléter cet échange. Donc c'est vrai, voilà, je concède la comparaison à la grippe, mais en fait je vais revenir tout simplement aux données qu'on a survolées, j'avoue, sur le V-Safe, qui sont vraiment intéressantes parce que là on a une information qui est sur les 7 premiers jours, qui est après suivie dans le plus long terme, et on a vraiment quelque chose qui est juste post-vaccinal avec des systèmes d'interrogatoire, d'alerte SMS, etc. Enfin, ça passe par une application, et du coup il y a énormément d'informations qui sont récoltées, notamment sur des événements qui entraînent des hospitalisations, des consultations, des passages aux urgences, etc. Donc on a quelque chose que je voulais mettre en évidence et qui pourrait apporter beaucoup d'informations. Je pense que c'est vraiment important de mieux documenter le risque pour éviter toute cette... pour éviter la perte de confiance, en fait. Donc moi, c'est mon seul objectif et c'en est pas un autre. Donc après, ma question, ça serait quelle a été la recommandation pour les vaccins mRNA chez les jeunes hommes en France? Merci, docteur Saulnier. Je vais, en mode blitz, comme on dit, retranscrire également la question transmise en direct par Gérard Le Seul, ainsi que 2 questions qui nous ont semblé particulièrement intéressantes parmi les questions posées par le public. Je vous les soumets en mode blitz, puis je vous permettrai une dernière expression à vous, Madame la Directrice Générale, Madame la Présidente là-dessus, et je dirai juste quelques phrases de conclusion. Question de Gérard Le Seul. Je souhaitais demander s'il ne serait pas possible de faciliter les déclarations directes des patients à la pharmacovigilance. J'ajoute une question ici qui concerne aussi la pharmacovigilance, qui est transmise par l'auditoire. Pourquoi ne pas faire une recherche en pharmacovigilance active, étant donné que les remontées passives sont très fortement sous-estimées? Et j'ajoute une autre question. Comment se fait-il, également transmise par l'auditoire, que les médecins généralistes soient à peine au courant des rapports de pharmacovigilance du vaccin? Dernière question de ma part, sur laquelle je n'ai pas le sentiment d'avoir vraiment eu une réponse, c'est la question des rapports bénéfices-risques ciblés. Dans quelle mesure on peut imaginer un rapport bénéfice-risque pour telle catégorie d'âge, tel type de santé, tel autre? Évidemment, on ne va pas rentrer dans un détail microscopique parce que plus l'échantillon est petit, moins on perd le bénéfice, on perd l'intérêt de la statistique, mais c'est revenu plusieurs fois dans l'audition, cette question des bénéfices pour catégorie. Les uns et les autres, je vous laisse la dernière expression. Je pense que Madame la Directrice Générale, c'est vous qui avez une obligation juste après, donc on va vous donner la parole en premier. Juste quelques éléments sur la déclaration pharmacovigilance patient. Elle est possible déjà depuis de nombreuses années, depuis quasiment 2011, 10 ans, c'est ce que même un petit peu plus que 10 ans, et d'autant plus facilité avec la mise en place du portail unique de déclaration des signalements qui a été en 2017. Et on le voit bien aujourd'hui dans les déclarations que nous avons, mais le docteur Jean-Ville Berra évidemment complétera, où on a en effet des déclarations à la fois des professionnels de santé, mais aussi des usagers. Donc on voit bien la connaissance et nous avons aussi communiqué au travers de la mise en place notamment d'affiches dans les centres de vaccination pour informer et inciter en effet à la déclaration des effets indésirables. Donc c'est en effet connu. Mais je laisse le docteur Jean-Ville Berra compléter bien évidemment. Oui, effectivement, depuis la loi de 2011, les patients ont la possibilité de déclarer via le portail, mais on en a eu beaucoup par téléphone aussi. Donc même les gens, parce que la question s'est posée de l'accès à Internet et de la
du problème de la déclaration en ligne. Les patients avaient rapidement nos coordonnées ou passaient par leur pharmacien. Et on prend également les déclarations. Ce n'est pas une déclaration formellement papier, par téléphone. On prenait une déclaration des patients, ce qui nous permettait aussi de leur répondre tout de suite, voire de les orienter vers leur médecin. Donc il y a un service territorial qui est aussi très important en pharmacovigilance. Les déclarations patients, c'est en gros 75% des déclarations qu'on a reçues. Donc il y a déjà une partie importante. Pour le suivi actif, je pense que faudrait, pour dire on améliore en mettant en place quelque chose de proactif, ça voudrait dire qu'on n'a pas été bon. Quand on voit qu'on a remonté déjà plus de 100 signaux, on a déjà fait la preuve de l'efficacité. Après, les systèmes proactifs, financièrement, et là c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que ça coûte très cher de suivre des cohortes de patients, parce qu'on a beau vous montrer que c'est fréquent, les effets indésirables graves, c'est quand même d'une grande rareté. Et s'il faut suivre plusieurs centaines de milliers de patients pour avoir la chance de détecter, on a détecté des signaux potentiels comme les maladies de Villeprand acquises qu'il était impossible de détecter dans un suivi proactif. C'est ça justement l'objectif de la pharmacovigilance et la puissance de notre système, c'est que même une pathologie très rare, sur 2 cas après 5 ou 20 millions de patients vaccinés, on peut remonter un signal. Et on ne peut pas monter une cohorte pour suivre 20 millions de personnes vaccinées. Ou alors, il faut investir de façon énorme. Donc, l'argent est en nerf de la guerre. Les centres de pharmacovigilance ayant déjà du mal à fonctionner, on a eu des subventions supplémentaires pour prendre en charge le suivi, mais on sait qu'après le vaccin, on ne reviendra pas à l'état basal et on aura des gros problèmes de financement. Je pense qu'avant d'aller financer des suivis proactifs, il faut déjà consolider ce qui existe. Ça me paraît le plus important et qui a fait la preuve de son efficacité. Monsieur le Président, pour compléter votre question sur les rapports bénéfices-risques ciblés sous le contrôle de l'ANSM, c'est ce qu'on fait quand on commence la campagne par certaines cibles de population. En fait, on considère que ces populations ont un bénéfice supérieur aux autres. Et donc, typiquement, quand on commence la campagne de vaccination par les personnes en EHPAD ou en USLD, c'est bien parce que ce sont les plus fragiles vis-à-vis de la maladie. Ensuite, quand on a étendu assez rapidement aux personnes âgées de plus de 75 ans, c'est parce qu'on considère effectivement qu'elles ont un bénéfice à la vaccination qui est supérieur à des populations plus jeunes. Et donc, on commence à vacciner ces populations dans un contexte, à l'époque, de rareté des vaccins. Donc, on considère bien que tout le monde n'a pas le même bénéfice-risque vis-à-vis de la vaccination, avec un bénéfice qui varie en fonction de son âge et donc en fonction de son exposition à des risques liés à la maladie. Mais vous avez des estimations quantitatives pour différentes catégories de ces bénéfices-risques? C'est le travail qui est fait par les autorités scientifiques. Et donc nous, on exploite ce travail-là, en particulier la Haute Autorité de Santé qui avait rendu un avis fin du mois de novembre 2020 qui précisait justement quelle population il fallait vacciner prioritairement. Avis qui a été suivi également par les différents avis du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui nous ont permis effectivement de commencer la vaccination en priorisant ces populations fragiles. Je vais vous proposer, je sais que vous avez encore, Monsieur Oumlil, Madame Saulnier, encore des remarques, mais je vais vous proposer de continuer hors audition quand vous aurez des discussions. Je crois que nous avons ici des personnes on a déjà fait trois allers-retours, hein, vous savez, dans le contradictoire. C'est plus qu'on en fait d'habitude. Je vais vous proposer de continuer hors audition dans le champ. Mon travail ici, Monsieur Célie a une dernière chose à ajouter. Non, j'avais juste un élément parce qu'il a été dit qu'on avait eu une communication qui était fondée sur la peur et donc je voulais rétablir les faits par rapport à ça. Ça n'a jamais été la stratégie du ministère d'utiliser la peur pour la campagne de vaccination. Au contraire, et tous les spots de vaccination qui ont été mobilisés dans le cadre de la campagne avaient justement comme thématique plutôt la libération, le vaccin comme outil de libération par rapport aux contraintes du Covid. Et l'humour a aussi été mobilisé. Et d'ailleurs, le docteur Oumlil l'a mentionné, on a utilisé l'humour à certains moments dans la campagne de vaccination. Donc ce n'est pas vraiment synonyme de peur.
Madame Saulnier, devant votre insistance, vous avez droit à vraiment une... C'est le bénéfice du fait que vous aviez été ultra concise dans votre première intervention. Et je vais continuer à être ultra concise. Je voulais juste rajouter que le système le dispositif actif, en fait, et la proactivité à aller chercher de l'information montre quand même des signaux beaucoup plus élevés que ceux qu'on a pu voir avec les systèmes passifs. Donc c'est vrai que ça, c'est pour compléter votre remarque de tout à l'heure. Et ce qui me semble important aussi pour compléter, c'est que ça apporterait en fait la dimension de représentativité, c'est-à-dire qu'on pourrait arriver, comme par exemple avec le réseau Sentinelle, avoir quelque chose de représentatif sur la population et sur la France, et avoir une remontée qui soit plus réaliste en fait, et non pas limitée à quelques personnes qui vont déclarer pour telle et telle raison, ou quelques soignants qui vont déclarer. Voilà, c'est les deux choses que je voulais rajouter. Je vous remercie. Merci, Madame Saulnier. Un mot, Madame Jonville-Bérard? Non, je pense qu'on a la représentativité, le réseau des 31 centres couvrant l'ensemble du territoire français et les territoires ultramarins. Et l'autre chose, c'est que certes, en proactif, vous avez peut-être plus de volume, mais les signaux faibles, vous ne les détectez pas, ce qu'on détecte nous sur le terrain. Si je peux juste compléter, par le JCPIFAR, on a confirmation du risque population entière, puisqu'on a la chance d'avoir en France le SNDS, qui couvre l'ensemble de la population, indépendamment du statut médico-économique, contrairement à des pays américains ou autres. Donc ça, c'est une pépite. On a les deux outils, et l'exemple des myocardites en est un exemple parfait. Alors, il faudra expliquer juste la disparité des données, simplement. Myocardites ? En fait. La disparité des données. Oui, c'est-à-dire pourquoi on a des niveaux d'hospitalisation différents quand on a un système de recueil actif et un système de recueil passif. C'est des événements, madame. C'est des événements. Peut-être, mais quand on est en proactif, c'est là qu'est toute la différence. C'est là toute la différence. Nous aussi, on a eu des cas d'hospitalisation. Les patients ont une douleur thoracique, il va aux urgences, il a un bilan, c'est négatif. Ça veut dire aussi que les bases de données ne sont pas satisfaisante actuellement. Tout ce qui est hospitalier, oui, madame, le SNDS, Mahmoud Durek a dû sans doute l'expliquer lors de son audition, le SNDS intègre dans sa partie les données PMSI d'hospitalisation qui sont exhaustives en France. On comprend... Ce n'est pas hospitalier, on ne le voit pas. On comprend en vous écoutant que selon que c'est une vigilance active ou une vigilance passive, ce ne sont pas les mêmes mécanismes, les mêmes remontées, et chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. On a aussi entendu que ça coûte cher d'avoir de la précision en la matière, coûte cher. Et on a entendu aussi, on se rappelle ce qui a été dit dans l'une des interventions, que c'est en tous les cas le dispositif le plus exigeant qui a jamais été mis en œuvre pour une épidémie. La précision, c'est que s'inscrit dans une dimension européenne et mondiale. C'est-à-dire on a également tous les effets indésirables, pas uniquement français. On a la littérature scientifique, on n'est pas que sur des cas français. Là, c'est ce qu'on a mis en avant aujourd'hui parce que c'était le sujet. Mais il y a aussi tous les cas européens, tous les cas mondiaux dans des autres systèmes de vigilance des pays. Donc ce serait quand même assez étonnant que chaque pays ayant mis en place ces différents systèmes, parce que chaque pays a son système sanitaire spécifique, son organisation de la pharmacovigilance spécifique, qu'il y ait quelque chose qu'on n'ait pas vu. Ce serait très, très, très étonnant. Enfin, moi, je ne peux pas le concevoir avec la force que tous les pays ont mis, comme jamais ils l'ont mis, sur la surveillance d'un vaccin qui a été aussi disséminé de par le monde. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y avait eu qu'une administration d'un médicament en France, je veux bien qu'on se pose la question du proactif, etc. Mais c'est un vaccin qui a été donné à des milliards de patients. Je me dois de donner un signal de clôture, sauf si vous voulez ajouter quelque chose. Non. Je me dois de clore cette audition. Mon travail ici a été de bien vérifier que les questions puissent être posées, que autant que possible les rapporteurs, les rapportrices puissent avoir des réponses à leurs questions. Dans certains cas, il nous manque des précisions. Vous pouvez faire confiance aux rapporteurs pour réinterroger par écrit les uns et les autres. Les échanges entre les personnes que nous avons interrogées peuvent continuer par écrit en dehors de l'audition, bien sûr. J'ajoute, parce que c'est une question qui est revenue très fréquemment dans les remarques, que tous les liens d'intérêt seront demandés et présentés. Cela revient régulièrement. Et ce qu'on a pu constater aussi, c'est que dans bien des cas,
sur des questions de communication, sur des questions de politique. Ce n'était pas tant une question scientifique et technique qui était posée qu'une question de politique, de présentation, d'efficacité. Mais ce sont des débats que nous avons eu aussi de façon assez vive, je vous le rappelle, en tant que politique. Quand en hémicycle, nous avons débattu de sujets tels que passe vaccinal, au sein de l'OPEX, il y en a qui ont voté pour, il y en a qui ont voté contre, il y en a qui se sont abstenus, et on était bien sur des sujets qui étaient est-ce que c'est efficace, est-ce qu'on privilégie la coercition sur le consentement, etc., etc. Donc sont des sujets essentiels, mais ils ont aussi été abordés dans un cadre politique. Ici, sur les questions scientifiques et techniques, nous avons pu déjà les rapporteurs ont pu avoir des éclairages sur certaines des questions qu'ils ont posées, sur la question des autorisations de mise sur le marché, la façon de tenir en compte l'évolution des statistiques et le fait que la population n'est plus naïve et de moins en moins naïve au fur et à mesure qu'on avance. Les questions de balance bénéfice-risque, on reviendra sur ce qui était dit récemment par M. Célis sur la question de l'affinage. Sur la pharmacovigilance, il y a d'abord le rôle de l'EMA est affiné. On reste sur notre fin par rapport à la question des retards menstruels. Et on a bien compris que le dossier a été fermé malgré des signaux d'alerte qui avaient été importants, puis réouvert. Donc là, on s'est dit, en vous écoutant, je me disais qu'on aurait gagné à avoir l'EMA autour de la table. Et évidemment, il nous faudra les interroger pour avoir des explications. On a bien compris aussi que la question de la pharmacovigilance, la question de l'imputabilité qui est très délicate, et puis la question individuelle, la question statistique, demandent quelque chose de rigoureux et qu'il n'y a pas de solution parfaite, magique. Évidemment, on a aussi bien noté que dans certains cas, ça a été rappelé, la transparence s'est faite dès que des signaux sont apparus, et dans certains cas, ça a conduit à des abandons de certains vaccins de façon assez spectaculaire. Le fait précisément que la transmission a été faite en transparence, ça a été un ravage pour AstraZeneca. Nous allons... un dernier mot. J'ai été... je trouve important qu'on ait réussi à faire, malgré la sensibilité du sujet, des échanges en plusieurs allers-retours et avec, dans certains cas, des réponses qui ont bien été apportées. Je veux croire que nous avons pu progresser dans le cadre de l'échange. M. Oumlil a commencé son audition en disant qu'il aurait été profitable d'avoir une audition contradictoire plus tôt. Ça fait partie des marques de fabrique de l'OPEX que de toujours chercher à organiser le contradictoire. Est-ce que ce que nous avons bien tenté de faire aujourd'hui ? La balle va être dans le camp maintenant des rapporteurs pour rendre leur rapport d'étape, peut-être en juin, quelque chose comme ça, idéalement, avant un rapport final qui, lui, interviendra à l'issue des élections. Et comme je vous le disais, c'est la seule façon de tenir compte du calendrier électoral qui vient en plein milieu du processus de la mission